Bonsoir tout le monde, bienvenue. Ça va être une soirée un petit peu cosy, hein, comme vous constatez, ça va sentir un peu l'humain, donc voilà, on est un peu proche, mais ça va être sympa. Alors, si je parle pas assez fort, n'hésitez pas à me le dire, on a un micro qui est tombé en rade. Ah oui, d'accord, merci. Donc voilà, j'ai rien dit. Donc merci d'être là, merci à tous les deux et bienvenue. On est vraiment super contents de vous accueillir. Merci aussi, même si elle n'est pas encore là, à Éléonore de la librairie Le Nuage Vert qui pourra vous assurer un petit point libraire. Vous pourrez acheter les œuvres de deux auteurs si vous ne les avez pas déjà, ce qui est recommandé par nous en tout cas. Et puis vous les faire dédicacer le cas échéant après. Ça va, vous entendez juste tout au fond? Oui? Super. Donc, je vais essayer de faire une brève présentation de chacun de vous pour le cas où des gens ici ne vous connaîtraient pas. On ne sait jamais, un curieux, un intéressé, quelqu'un qui avait envie. Et c'est pas facile en fait de vous résumer, je trouve. Donc, Catherine, arrêtez-moi si je me trompe. Vous êtes autrice d'imaginaire, de fantaisie burlesque comme de SF bien sombre. Fantaisie burlesque très inspirée de Pratchett, vous ne vous empêchez pas du tout. Le petit dernier étant Danse avec les lutins, que nous vous recommandons chaudement. Vous êtes multiprimé, comme les Alain d'ailleurs. Vous êtes également autrice de littérature blanche, assez marquée féministe. Donc avec une belle biographie d'Ada Lovelace qui vient tout juste de sortir et un formidable guide des métiers à l'usage des petites filles qui ne veulent pas devenir princesses et que nous vous recommandons également. Et dans la vie, si on peut dire, vous êtes ingénieur informatique. Je crois que vous travaillez dans la numérisation patrimoniale, vous créez des bibliothèques numériques. Et en plus, vous trouvez le temps de contribuer au monde diplomatique parce que visiblement votre planning n'est pas assez rempli. Voilà. Est-ce qu'on a fait à peu près le tour? Très bien. Alain, bon, ça va pas être beaucoup plus court. Donc, vous êtes, vous, essentiellement auteur d'imaginaire, de SF comme de plus inclassable, parce que visiblement la Horde du Contrevent, tout le monde ne sait pas trop comment le ranger. Donc, de temps en temps c'est en fantasy, de temps en temps c'est en post-apo, c'est un peu variable. Post-apo, non. En tout cas, voilà, c'est des choses qui se lisent, ici et là. Féru de philo. Vous êtes donc multiprimé aussi, scénariste de séries, scénariste de jeux vidéo. Vous avez fondé un studio de jeux vidéo qui vous a éloigné un petit peu d'écriture, ce qui peut expliquer qu'on ait attendu une petite quinzaine d'années non. Entre autres, après je ne vais pas rentrer dans votre vie personnelle, très versé dans le transmédia, puisque du coup, que ce soit la Horde du Contrevent ou les Furtifs sont accompagnés d'un CD de musique composée spécifiquement pour l'œuvre. Et du coup, récemment, a priori, vous vous êtes mis à, est-ce qu'on peut appeler ça de la performance, vous dites votre texte, accompagné de Yann Péchin, notamment. Et du coup, dans votre travail, il y a, je pense que les lecteurs l'ont constaté, beaucoup d'expérimentation linguistique et stylistique. Et quand vous avez le temps, vous allez pister les loups. Oui, je commence. Est-ce que j'ai oublié des choses vous concernant l'un et l'autre? On est bon? Super. Donc, le thème qui nous réunit ce soir. Et donc, pourquoi est-ce qu'on a à ce point l'impression de vivre dans une dystopie des années 80? Visiblement, c'est une impression un petit peu partagée. Donc, est-ce que pour tout le monde, dystopie, c'est bon? Est-ce qu'on passe sur l'élément de finition? Ouais, ça a l'air... C'est bien défini? Oui. Bon. Donc, une dystopie, schématiquement, c'est une contre-utopie. Donc en gros un récit dans un univers imaginaire, une société imaginaire qui empêche l'accès au bonheur pour les citoyens et les citoyennes. Voilà, donc typiquement 1984 est une dystopie, Fahrenheit 451, La Servante écarlate qui revient là sur le devant de la scène, etc. etc. Donc, dystopie des années 80, on a précisé. Donc est-ce que l'un et l'autre, vous pourriez nous donner ce qui serait une définition possible d'une dystopie des années 80? C'est globalement le monde appartient à des transnationales qui ont autant de moralité qu'un chat en rut. Et de braves hackers s'essayent de contrer ces multinationales, le tout en général dans un monde super pollué
et quelquefois avec des super créatures moulées dans du latex noir, mais pas systématiquement. Donc effectivement, il y avait un très bel article dans Slate disant on n'a pas beaucoup évolué depuis les dystopies cyberpunk des années 80. Vraiment le maître livre là-dedans, c'est Neuromancien de Gibson qui est paru en 84, donc vous étiez pour la plupart pas nés. Et avec Alain et d'autres, genre Léo Henry, Norbert Janian, Sabrina Calvo, on a fait un groupe d'écrivaines de SF, puis on écrit ensemble, on se met en tas et on écrit. Et on cause de choses et d'autres, et un jour je leur ai lu cet article dans Slate qui dit mais pourquoi est-ce que la SF continue à écrire des dystopies cyberpunk qui sont bons les années 80. Et alors ça a été un échec, un fail absolu, et on tous et toutes regardé d'un œil glauque, et je crois que c'est Alain qui a dit écoute, quand la réalité arrêtera de ressembler à une dystopie cyberpunk des années 80, et on arrêtera d'écrire dessus. Je dis ok, j'ai emballé mon article. Alors j'ai quand même un peu creusé, et maintenant on est quand même au-delà du cyberpunk, on est au solarpunk. Le punk c'est le do-it-yourself, c'est pas du tout les crêpes, c'est le do-it-yourself. Et le solarpunk c'est le punk solidaire, do it with others, c'est le dibou. Et ça c'est parce que la nouvelle génération est une génération vachement mieux que la mienne. Qui a décidé, au lieu de rester à se faire des crêtes en grommelant dans son coin et faire du hacking tout seul dans son coin, a décidé d'agir avec solidarité. Et à mon avis, c'est la seule petite lueur d'espoir qu'on a dans ce monde dystopique. C'est effectivement de do it yourself et de do it with others. Et donc bravo à la jeunesse, parce que vous êtes plus doués que la jeunesse des années 80, j'ai dit à toi. Ouais, c'était marrant cet article, parce qu'effectivement, nous, quand on écrit de la science-fiction en 2019, là, on est quand même emmerdé parce que on a des grands anciens des années 70, notamment comme John Brunner, qui ont réussi quand même à anticiper de façon assez hyper réaliste ce qui se passe aujourd'hui. Alors, la seule chose qui s'est pas fait, c'est que pour moi, le cyberpunk, bon, évidemment, c'est la dystopie du capitalisme ultra-libéral, libertarien avancé dans lequel, effectivement, on est aujourd'hui, mais c'est aussi l'idée que, c'était l'idée dans les années 70, qu'en dehors du LSD, de toutes les drogues, etc., on allait, en s'articulant avec la machine, en se couplant avec la machine, en se faisant des technogreffes et des choses comme ça, qu'on allait atteindre un certain niveau d'émancipation. Voilà, il y avait cette idée que la techno allait nous libérer, nous émanciper, nous ouvrir, en tout cas nous faire vivre des expériences totalement neuves. Et ça, en fait, oui, c'est en partie advenu. C'est-à-dire qu'on est arrivé dans un monde, par exemple, où l'accès à la culture ou à l'information est totalement ouvert. On peut accéder quasiment, si vous piratez un tout petit peu, à n'importe quel film jamais sorti au cinéma, à n'importe quel morceau de musique, à n'importe quel bouquin, n'importe quoi. Donc, en termes d'information, en tout cas, d'accès à l'information et d'accès à la culture, ça s'est ouvert de façon fantastique. On a cette bibliothèque cliquée, en gros, en étant assis sur le cul devant des écrans. Mais la chose aussi extraordinairement négative qui s'est produite, c'est qu'avec la révolution digitale, donc en gros l'émergence d'Internet en 95, en tant que réseau grand public, et très vite, et quasiment en même temps, du téléphone portable devenant le smartphone après, on se retrouve dans un monde aussi où les techniques addictives, ou en tout cas l'addiction aux nouvelles technologies a été totalement optimisée, maximisée. Et donc, il s'est produit l'inverse de ce que le cyberpunk nous racontait, c'est-à-dire que ça n'a pas été vraiment vecteur d'émancipation, ça l'est en partie, mais quand même, pour moi, le versant, le côté obscur de la force a été gagnant, c'est-à-dire que vraiment les mécanismes d'auto-aliénation ont été beaucoup plus finement développés, beaucoup plus aboutis que les mécanismes d'émancipation que nous promettaient ces technos. Donc on est effectivement pour moi dans une mauvaise dystopie des années 80, avec des sales retournements. On est un peu dans l'envers du cyberpunk aussi par certains aspects, quoi. Donc c'est intéressant, je pense que... Je sais pas, on va en parler. Alors du coup, puisque vous parlez de dystopie des années 80, cyberpunk, tout ça, un des grands maîtres aussi, c'est Gibson, dont vous parliez tout à l'heure, qui disait le futur est déjà là, il est juste très mal distribué. Et du coup, je voulais
savoir d'une part si ça vous inspirait un peu quelque chose, cette citation, et savoir si, selon vous, ce qui fait peur, c'est le développement technologique lui-même, ou si c'est le constat que la répartition est déjà inégalitaire et qu'a priori elle le restera. Oui, pardon. Je suppose que vous avez tous entendu parler de Laurent Alexandre, c'est le lapin fou là, qui explique que la Chine est en train de mettre des puces dans les cerveaux des bébés pour les rendre plus intelligents et que c'est trop merveilleux qu'il faut faire pareil. Vous pouvez pas savoir comme ça me gonfle d'entendre ça. Alors qu'il y a la moitié de l'humanité qui se lève le matin sans avoir un verre d'eau potable à avaler et qui se couche le soir sans savoir où elle va dormir et qui toute la journée se demande où elle va pouvoir aller pisser, quoi. C'est Virginie Despentes qui disait que ce genre de mode de vie c'est une terreur politique et tant qu'on n'aura pas résolu ces problèmes-là, oui, le futur est déjà, oui, c'est ça la question. Il est juste très mal distribué, il a toujours été très mal été, mais ça s'arrange pas. Oui. Donc, je vois, enfin, la techno n'a rien à voir là-dedans. Ce qu'il y a à voir là-dedans, c'est le politique. Ouais, je me rappelle déjà plus de ta question, mais c'est bien. Le futur est très mal distribué. Ouais, et puis attends, t'as dit une chose à la fin là, qui m'a énervé en fait. Est-ce que du coup ce qui fait peur c'est le développement technologique ou c'est la répartition inégalitaire? Non, mais le développement technologique, ça fait pas peur. C'est après la façon d'envisager et l'art de vivre qu'on bâtit ou non avec la technologie, quoi. C'est-à-dire que là, le problème majeur pour moi, c'est de se dire, ok, on a une société ultra numérique, maintenant on est, voilà, vous êtes des millennials, des digital natives, vous êtes nés avec le réseau. Vous baignez dans ce réseau, vous construisez dans le réseau, tous les processus de subjectivation, de construction des adolescents passent par les jeux vidéo, passent par les réseaux sociaux, passent par l'appropriation de toutes ces technologies, du smartphone, d'internet, et ça devient plus important même que les rapports humains presque que vous bâtissez à l'école, c'est-à-dire que votre rapport à la technologie devient fondateur du rapport que vous avez au monde, que vous avez aux autres et que vous avez à vous-même. Donc c'est ça qui est extrêmement important. Et pour que ce rapport-là soit pas un rapport débilitant, il faut construire un art de vivre. C'est-à-dire il faut construire une espèce, moi j'appelle ça une sorte d'épicurisme technologique, c'est-à-dire de dire, parmi tous les désirs qui activent cette société numérique, lesquels sont des désirs vains, superflus, débiles, atrophiants, et lesquels sont émancipants, ouvrants, nous ouvrent le monde, nous rapprochent du monde, nous permettent de développer des capacités cognitives intéressantes, etc. Et quand vous appliquez ce cri par exemple aux jeux vidéo, c'est extrêmement intéressant parce que tu as effectivement des jeux vidéo qui sont des jeux sandbox, de bac à sable sur lesquels vous allez construire des choses, élaborer, développer des facultés cognitives qui sont géniales en termes d'imaginaire, en termes de spatialisation, en termes de mémorisation, etc. Et puis vous avez Angry Birds ou des jeux ultra addictifs qui vont fermer tous les freillages neuronaux sur des boucles. Ils appellent ça dopaminergique, c'est-à-dire des boucles de la récompense où c'est toujours les mêmes neurotransmetteurs qui sont activés. Comme ils ont un rendement décroissant, vous accrochez encore plus pour essayer de... Bon. Donc voilà, c'est ça l'enjeu autour de la technologie, quoi. Après, la distribution inéquitable, elle a toujours été là, c'est-à-dire que ça continue à rester, comme dit... Il y a toujours que le dernier chiffre que j'ai lu, c'est si le monde était réduit à un village de 100 personnes, il y en aurait 20 qui n'ont pas accès à l'eau potable. Bon, c'est quand même... ça fait quand même beaucoup, quoi, voilà. Et ils expliquent qu'il y en a 6 qui posséderaient en gros 80% des richesses. Donc effectivement, on est dans un système absolument inégalitaire. La technologie n'a absolument pas amélioré ça parce qu'elle permet au contraire d'accumuler. C'est-à-dire que le monde digital, on ne le dit pas assez, et encore plus avec les GAFAM, le fait que quelques boîtes puissent accumuler autant de téraoctets de données sur nous, c'est-à-dire puissent accumuler des big data aussi précis, aussi corrélés, aussi c'est en cri extraordinaire, et que quand vous avez, je sais pas, Facebook, ils doivent être à 3 milliards d'utilisateurs, Google, je sais pas combien ça représente, mais c'est-à-dire qu'ils ont une base client absolument colossale. C'est évident que l'absorption de la plus-value sur ces plateformes va être elle-même colossale. Donc ça fait qu'accroître les mécanismes d'accumulation du capitalisme. Donc moi j'appelle ça du capitalisme techno-capitaliste, capitalisme numérique, c'est-à-dire que putain, c'est une rencontre extraordinaire que le capitalisme ait rencontré le numérique parce que ça a maximisé avec très très peu de moyens la façon dont ils vont pouvoir extraire de la plus-value, quoi. Donc oui, ça arrange pas, c'est ce que là. Et alors du coup, comme vous parlez de données de Facebook, des GAFA et de tous ces monstres, Catherine, dans certaines interviews, vous parlez d'or dans nos poches en évoquant les données. Vous, Alain, vous parlez d'orpaillage des données, donc il y a une petite thématique un peu commune.
Et du coup, je me demandais à quel point, selon vous, on a sous-estimé cette valeur-là de nos données au moment de l'émergence de ces technologies-là, et du coup, sous-estimé peut-être l'utilisation effectivement mercantile et voire manipulatoire dont vous parliez, qui en est faite aujourd'hui et qui va peut-être aller juste en empirant. Oui, il y a des gens qui ont percuté très très vite que toutes ces données que nous on a, effectivement c'est de l'or qu'on a dans nos poches, et on est allé servir dans nos poches, que ce soit Zuckerberg ou les autres, et ils ont fait plein, enfin l'or, et notre or est tombé dans leur poche parce que nous on ne savait pas que c'était de l'or, donc on commence juste à réagir au fait que ces données sont précieuses, elles doivent rester des nôtres, personne n'a à s'en emparer, donc il y a la RGPD, il y a toutes sortes de tentatives parfois un peu pitoyables de mettre de l'ordre là-dedans. Bon, c'est trop tard, Zuckerberg a la main dessus, les GAFAM ont mis la main dessus, je ne pense pas qu'ils les relâcheront. Sachant qu'il y a déjà des brokers en données numériques, toutes vos données elles circulent sous forme de poudre numérique, il y a des brokers en données numériques qui jouent avec, ils jouent aussi comme ça avec le nickel, avec l'or, le pétrole ou les droits à polluer. Donc cela dit, moi une fois j'étais à Futur en Seine et en sortant de là, je suis allée prendre un café, j'étais à côté d'un petit jeune qui fait digui, qui connaît. Et je lui dis, vous faites quoi? Et il m'a dit, je suis en train de créer un petit logiciel, c'est facile à télécharger, puis ça code toutes vos données à la sortie. Donc il suffirait que absolument tout le monde qui réponde son gratuitiel et que tout le monde l'utilise pour que absolument plus aucune GAFA puisse mettre la main sur nos données et effectivement nous manipuler, nous traquer, nous pister. Mais il faudrait qu'il ait la puissance de frappe, la puissance de diffusion qu'il n'aura jamais, puisque les GAFAM, vous vous en doutez, ne feront bien attention à ne surtout pas faire de pub pour ce genre de choses, et c'est bien dommage. Donc on avait de l'or dans nos poches et on s'est fait piquer. Mais en grand, il faut savoir pour ceux qui ont une voiture que la totalité du contenu de votre carte grise est vendue pour quelques millions d'euros chaque année par l'État français au privé, qu'on ne nous ait jamais demandé notre autorisation. Et il faut savoir que là, ils sont en train de mettre en place le hub de la santé, c'est-à-dire que toutes vos données de santé vont être regroupées, anonymisées, bien sûr, ça sera désanonymisé instantanément. Voilà, donc comme ça, on va pouvoir refuser des assurances aux malades, refuser je sais pas moi, si vous voulez faire un crédit immobilier, il va falloir être en bonne santé, sinon il y aura plus. Enfin bref, ça va être abominable, et ils sont en train de discuter là-dessus en France, parce qu'on pourrait très bien faire ça par nos propres moyens, mais en fait non, on va plutôt confier ça à Microsoft. Bon, je vous laisse méditer. Vas-y, Ouais, c'est des sujets sur lesquels on a été alerté en tant qu'écrivain, et c'est bien de pouvoir y réagir aussi. Ce qui est intéressant dans ce système dans lequel on est, c'est que en fait, ils ont paradoxalement absolument besoin de notre liberté pour mieux nous aliéner, quoi. C'est-à-dire que c'est parce que librement et avec un consentement absolu, on échange avec nos amis sur Facebook, on clash sur Twitter, on met des photos sur Instagram, on publie des vidéos sur YouTube, etc. C'est parce que spontanément on va sur des sites et que on se balade selon le libre arbitre sur ces sites-là, qui peuvent prélever le maximum de données et à partir de ces données, bâtir ces fameux modèles de prédiction comportementaux dont ils ont besoin pour nous vendre telle ou telle chose. Et dont Google en particulier a besoin, parce que Google c'est juste une régie de publicité, quand tu regardes, au début c'était plein de choses passionnantes, et puis c'est devenu simplement une régie de pub qui vend des données aux autres entreprises pour qu'elles nous ciblent exactement la publicité dont on a besoin. Donc ça c'est déjà nouveau, quoi. C'est-à-dire que c'est pas un modèle disciplinaire du tout, c'est pas un modèle fasciste, c'est pas un modèle complotiste, si j'ai envie de dire, c'est un modèle qui s'appuie sur ta liberté pour ensuite la retourner contre toi. Donc ça c'est assez neuf et c'est assez compliqué d'y échapper. Donc évidemment il y a des procédures d'anonymisation, il y a le cryptage, vous pouvez crypter vos mails sur ProtonMail par exemple, ou vous pouvez faire comme moi, c'est-à-dire que toutes les heures j'efface tous mes historiques, les données, donc je suis obligé de tout rentrer, je suis obligé de revalider les conditions Google toutes les heures, etc. Mais voilà, vous laissez le minimum de cookies, vous laissez le minimum de traces, vous mettez Ghostery, vous utilisez des logiciels de Framasoft, des choses comme ça, vous tentez d'utiliser les moteurs de recherche aussi qui sont toujours plus lents que Google et c'est très énervant, mais genre DuckDuckGo ou Startpage ou même Quant, etc. Donc vous pouvez un minimum en tout cas échapper. Mais ce qui est intéressant, c'est que faire ça, c'est du boulot, quoi. Tu
tu vois. C'est un effort. C'est-à-dire que la liberté n'est pas considérée, en tout cas la liberté de disposer de ces données et de ne pas être fliqué n'est pas considéré comme l'acquis fondamental ou le socle commun à tous, c'est l'inverse. Le socle commun à tous, c'est on vous pompe vos données, on vous surveille, on utilise tous les traces que vous générez. Et si vous ne voulez pas que ça se passe comme ça, ben, il faut vous battre. Voilà. Ça devrait être exactement l'inverse, mais c'est pas comme ça. Donc il faut se sortir les doigts et il faut faire tout un boulot qui est assez pénible pour essayer d'échapper à tous ces systèmes de convergence. Et moi, ce que j'avais pas vu dès le début, mais plein de gens l'avaient pas vu, c'est que comme on est dans un réseau informatique, tout acte qu'on produit dans ce réseau, dans ce maillage-là, produit par essence, par construction de l'information. Et que cette information va pouvoir donner une trace et que cette trace va pouvoir être utilisée. Et ça, moi, je ne l'avais pas compris au début. C'est-à-dire, je ne comprenais pas que quand je faisais un like, quand je faisais un clic, quand je tape sur mes cubes comme ça de plastique pour mettre un mot, et ben tout ça, par définition, produit une info. Et que cette info, on peut toujours la choper et on peut toujours l'utiliser. Et puis après, quand on a suffisamment de logiciels fins et d'IA derrière, on en fait du big data opérationnel. Donc, toujours vous dire ça, c'est-à-dire que quand vous allez dans une ville, vous pouvez à un moment donné être sous les caméras de surveillance, vous pouvez être chopé par un capteur, même auditif quand vous êtes sur le canal de Saint-Martin. Parfois même dans les calanques de Marseille, les mecs ils interpellent, ils font ça maintenant, c'est horrible, parce que moi je me balade toujours dans les calanques, ils interpellent vos téléphones portables pour savoir où vous allez, combien de temps vous restez dans les calanques, etc. Bon, j'ai pas de portable, heureusement j'ai. Mais voilà, t'as quand même des zones dans la vie où tu échappes à la production de l'information, tu ne produis pas l'information. Mais sur les réseaux, les 8 heures que vous passez par jour ou 10 heures que vous passez par jour sur votre smartphone ou sur Internet, vous produisez en permanence de la trace qui va être retournée contre vous. Voilà. Et ce qu'ils veulent faire d'ailleurs dans les Smart Cities, c'est pour ça que moi ça me fait hurler, les Smart Cities, c'est plaquer la grille du réseau virtuel sur le réel. C'est-à-dire trouver le moyen de placer le maximum de capteurs, de senseurs, de préleveurs d'informations, que ce soit de l'information sur une dalle sensitive, ou de l'information auditive, ou de l'information olfactive, parce qu'ils ont des nez électroniques, ou de l'information biométrique, etc. Ou de l'information de métadata, parce qu'on interpelle vos déplacements et on vous géolocalise grâce à la triangulation d'antenne. Toutes ces choses-là font qu'ils ont envie que l'Internet des objets, c'est ça quand vous dites Internet des objets, vous dites ah, c'est sympa, etc. C'est juste plaquer les éléments du réseau et le système de surveillance et de quadrillage de toutes les données du réseau sur le monde réel. Et il n'y a qu'un seul endroit où tu peux le faire bien, c'est dans la ville, parce que c'est suffisamment compact, suffisamment dense pour essayer de développer ça. Donc moi, c'est ce que j'essaie d'expliquer dans Reflectif, et c'est pour ça que je suis absolument opposé à ces trucs-là, parce que c'est ça que c'est chiant d'être entièrement surveillé sur le réseau, si en plus dans le réel ça devient la même chose. C'est bien parce que ça me fait une super transition, parce que du coup j'ai pris le début de la définition de la ville intelligente sur Wikipédia. Donc sur Wikipédia on nous dit que l'expression ville intelligente, traduction de l'anglais Smart City, désigne une ville utilisant les technologies de l'information et de la communication pour améliorer la qualité des services urbains ou encore réduire ses coûts. Une ville intelligente est une zone urbaine qui utilise différents capteurs de collecte de données électroniques pour fournir des informations permettant de gérer efficacement les ressources et les actifs. Cela comprend les données collectées auprès des citoyens, des dispositifs mécaniques, des actifs, traités et analysés pour surveiller et gérer les systèmes de circulation et de transport, les centrales électriques, les réseaux d'approvisionnement en eau, la gestion des déchets, les systèmes d'information, les écoles, les bibliothèques et les hôpitaux. Voilà. Du coup, ma question, c'est, donc on évoque la dystopie des années 80 certes, mais c'est pas facile d'évoquer la dystopie sans parler du tout d'Orwell et de 1984. Et dans 1984, un des éléments marquants, c'est le travail de la langue, et c'est l'appauvrissement progressif de la langue avec la novlangue et la réduction du lexique autorisé. Je me demandais ce que vous pensiez de l'utilisation du langage dans la fabrique du consentement de masse auquel, du coup, on est progressivement tous soumis. Alors là, tu nous as fait un virage à 180, c'est-à-dire que tu as posé deux questions complètement dissemblables. Moi, juste sur 84. 84, en réalité, c'est petit bras, quoi. C'est totalement petit bras aujourd'hui par rapport à ce qu'on vit, quoi. C'est-à-dire que la puissance du quadrillage et l'intensité et la finesse du quadrillage dont on procède, nous, en tant qu'individus, en 2019, est infiniment plus puissante que ce que Orwell avait déterminé, quoi. Toi, Orwell, si tu relis le bouquin, il a cette espèce de mur écran chez lui, mais il a un petit côté, tu vois, il peut se foutre dans un coin du mur écran et il écrit sur son carnet, quoi. Et personne, il n'a pas d'IA qui lit sur son carnet, on peut pas le voir, etc. Il a sa petite espace de liberté, tu vois.
il a ce truc-là. Mais nous, on n'a plus du tout ça, quoi. Tu vois, nous, je veux dire, n'importe quel échange affectif, émotionnel, etc., de toute façon, on va le traduire par le mail, par le SMS, par des textos, par des échanges, par Facebook, etc. Donc on a accès à quelque chose d'infiniment plus précieux, c'est notre intériorité. Et qui passe d'ailleurs par le langage, parce que beaucoup de choses sont écrites, quoi, tu vois. Alors t'as des photos, t'as des vidéos, mais je veux dire, tous les moments forts de nos vies, tous les moments émotionnellement chargés, l'anniversaire de notre gosse, n'importe quel truc, n'importe quelle fête, finit quasiment tout le temps sur le réseau. Donc si tu veux vraiment traquer quelqu'un, regarder ce qu'il fait, ce qu'il veut, ce qu'il pense, ce qu'il ressent, ce qu'il éprouve, tu peux retracer très facilement toute sa vie intérieure d'une façon infiniment plus intrusive que 84 le faisait, quoi, tu vois. 84, j'imagine le boulot, le mec il est obligé de prendre O'Brien et il met un mec pendant je sais pas combien de mois sur Winston pour le lobotomiser, pour lui retourner le cerveau et pour travailler sur lui. Mais aujourd'hui, économiquement, ça serait absolument infaisable, quoi, tu vois, ou l'Allemagne de l'Est, ou putain, ils seraient un metteur en scène comme dans le, tu sais, La vie des autres, où ils ont 2 ou 3 personnes qui écoutent en permanence le type, t'imagines Bon, aujourd'hui, nous, tout ça est automatisé, tout ça est fait par des machines, mais sauf que la machine, tu peux appuyer à un moment donné, aller voir telle personne. Si Damasio lui commence à nous faire chier, on peut aller regarder vraiment quel message il s'envoie avec le comité invisible, avec Catherine Dufour, avec, tu vois, et quel site tu regardes, etc. Donc faut arrêter avec 84. 84 c'est tout à fait petit bras, quoi. Tu vois, quand les gens ils disent oh là l'horreur, maintenant on est en 84. Mais non, on n'est pas en 84, on est bien plus loin que 84, quoi. Et la chance qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on vit dans une espèce de proto-démocratie ou de pseudo-démocratie qui fait qu'aujourd'hui on n'a pas encore passé à des segments d'extrême droite ou un peu fachos machin. Mais le jour où ça arrivera, mais on va se faire massacrer, quoi, tu vois. Mais massacrer en 2 secondes. C'est-à-dire, ça sera pas la petite étoile juive, machin, et puis les dénonciations du voisin, tu vois, parce qu'il y avait encore des gens qui pouvaient se planquer, et on pouvait encore savoir, ne pas savoir si t'étais juif ou pas. Là, aujourd'hui, on saurait absolument, et en 2 secondes, qui est juif, qui est pas juif, qui est homo, qui est lesbienne, qui est queer, qui adore le comité invisible, qui lit Deleuze, qui, tu vois, tu sais tout, quoi. Tu vois ? Donc à partir du moment où ils décident de mettre un critère en place, immédiatement ils arrêtent qui ils veulent. Et là, nous on est là à faire... Tu vois ? Parce que oui, aujourd'hui, on a juste, j'ai envie de dire, juste les multinationales qui utilisent ça pour nous vendre des choses. Mais le jour où on bascule ça, on va juste sur un autre régime de pouvoir, on se fait massacrer, quoi, tu vois ? Et ça, tu dis ça aux gens, tu dis ouais, quand même vous êtes parano un peu. Mais non, mais c'est pas parano, moi je suis pas du tout parano, je suis pas complotiste, j'en ai rien à foutre, tu vois, j'ai pas l'esprit parano. Mais simplement, objectivement, je veux dire, voilà. C'est ultra facile à mettre en place, quoi. Non, je suis pas d'accord, 1984 c'est pas du tout petit bras. C'est carrément prophétique, mais ça on l'a pas remarqué. Alors on s'est tous effectivement beaucoup intéressés au phénomène de la novlangue, l'appauvrissement de l'esprit par l'appauvrissement de la langue. On s'est beaucoup intéressé dans 1984 à la... Big Brother, c'est quand même, c'est un Hitler matiné de Staline. Voilà, on s'est intéressé à tout ce qui décrit dans ce roman, Orwell décrit dans ce roman, comment est-ce qu'on installe et qu'on maintient une dictature. Et on a un peu oublié la fin, parce que la fin est ridicule, puisque Winston finit par tomber amoureux de Big Brother. Big Brother qui le surveille depuis son téléscreen. D'ailleurs, novlangue s'est passé dans le langage courant, téléscreen, c'est un peu... Et donc, personne ici pense qu'un jour il va fondre d'amour devant un mélange de Hitler et de Staline, quoi. Et bien malheureusement c'est là qu'il avait raison. Qui ici n'a pas un téléscreen dans sa poche? Un écran. Un mur écran. Un écran. Qui n'a pas un écran un petit? Ah ben voilà. 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Qui en a 2 voire 3, c'est-à-dire une tablette, un smartphone et un PC? Dans la poche? Non, pas dans la poche. Ça dans votre poche. Toi, t'as gagné, toi. Qui envisagerait de bon cœur de s'en passer? Moi, personnellement, mon PC, c'est ma vie. Voilà. Qui envisagerait de bon cœur de demain arrêter de contacter ses potes par mail ou par Facebook, arrêter de se servir de Wikipédia? On aime, ouais, voilà, madame. Ah là, je sais qu'il sert beaucoup de Wikipédia. Bon, enfin bref, on est tous tombés amoureux de Big Brother. C'est pas du hard power à la Staline ou à Hitler, c'est du soft power, mais il nous a tous bouffés. Et quand George Orwell a dit à la fin de 1984 que enfin Winston se sent baigné dans ce flot commun, dans cette entité constituée de toute l'humanité, aimant Big Brother, rassuré par Big Brother et par ce grand embattement de la foule qui les entraîne,
On n'a pas cru, on a trouvé ça ridicule. Et un jour, à un moment, je me suis rendu compte, c'est en m'intéressant justement à la novlangue et au fait que novlangue était passée dans la langue commune et pas Telescreen. Et je me suis dit, mais bien sûr, parce que Telescreen, on a intériorisé notre amour pour ce Big Brother-là. Et Orwell avait totalement raison et c'était tellement gros qu'on l'a pas cru. Voilà. Donc moi, 1984, je l'ai redécouvert dernièrement en me disant, mais c'est vraiment à voir jusqu'au troisième. Et alors, du coup, si on prend des exemples un peu récents de dystopie, donc on a La Servante écarlate qui est sortie en 85 mais qui est revenue un peu sur le devant de la scène avec l'adaptation par Hulu. Il y a Black Mirror, dans le genre dystopique, ça se trouve là, à regarder en soir ou en forme quand même. Du coup, ma question, c'est la question de l'habituation par le genre qu'est la SF et le genre qu'est la dystopie. Est-ce que pousser le curseur du cauchemar en devenir ou déjà advenu, sans proposition désirable alternative, parce que vous faites l'un comme l'autre, que ce soit dans vos univers dystopiques, est-ce que ça contribue pas justement au sentiment d'habituation et d'impuissance face à cet environnement hyper contrôlé? Ouais, moi en fait je trouve que c'est un sujet ultra difficile. Moi j'ai pas de réponse franchement toute faite là-dessus. Je me pose vraiment la question en tant qu'auteur, puisque moi je suis rentré en littérature pour faire de la politique par la littérature en partie, en tout cas avec cette envie de changer le monde, ou de permettre aux gens en tout cas d'ouvrir leur crâne et leurs sensations et leur perception pour essayer de changer cette espèce de monde que moi je trouve insupportable, comme toutes les époques je pense ont été insupportables d'une façon ou d'une autre. Et donc moi je suis parti au début sur l'idée ultra classique, surtout quand tu es jeune, de se dire attends, je vais montrer à quel point les tendances de fond de cette société horrible de contrôle dans laquelle je suis né, je vais les pousser au maximum, je vais les mettre en 2084, parce que moi je le fous en 2084, la zone du dehors. Et comme ça les gens vont être percutés par cette horreur du contrôle sporulant, de l'intercontrôle, l'intracontrôle, le self-control, à quel point on est tous surveillés, le quadrillage, le panoptique, je reprends le panoptique de Penta, mais je l'applique à ce enfin tu vois, je fais un truc le plus horrible pour moi possible, avec cette espèce d'évidence naïve d'auteur de 22 ans, qui est que je vais créer un effet de choc, et que cet effet de choc va faire que les gens vont dire putain c'est vraiment horrible et vont avoir envie de se battre, tu vois. Donc c'est de dire voilà, je te montre le cauchemar pour que tu te réveilles et que tu as envie de te battre. Et puis en fait tu te rends compte que c'est bien plus compliqué que ça, parce qu'en faisant ça tu crées des effets de fascination, tu crées des effets de sidération, tu crées des effets cathartiques, c'est-à-dire que effectivement les gens ça débloque et ça dévite tout un ensemble de pulsions négatives, réactives, d'envie tu vois, et tu t'éclates là-dedans, toi en tant qu'auteur et eux en lisant ça, mais ça modifie pas forcément les types de comportements que tu vas mettre en place ensuite pour sortir de ça, quoi. Donc après j'essaie de coupler les deux, quoi. C'est-à-dire j'essaie de coupler une dimension, dans les furtifs en tout cas c'est ça, de coupler une dimension utopique, en tout cas utopie viable pour moi, utopie réalisable, alternative on va dire, quoi, bifurcation si tu veux, avec une partie dystopique, mais en faisant une espèce de cocktail un peu foireux, genre pour moi un tiers dystopique, deux tiers utopique. Alors quand les gens lisent les furtifs, ils disent ah non moi je ressens pas du tout comme ça, je trouve ça hyper noir, ou bah bon, le lecteur a toujours malheureusement son libre arbitre, c'est si chiant. Il n'obéit pas à ce qu'on veut qu'il pense, quoi. Donc, mais en tout cas, voilà, c'est-à-dire que je me suis posé la question en me disant, c'est peut-être quand même beaucoup plus intéressant ou important si je suis auteur de science-fiction et que j'essaie de déployer des choses qui me paraissent désirables, enviables, souhaitables, que je mette en place une sorte d'empuissantement, c'est-à-dire de dire, je vais créer les personnages, je vais créer des situations, je vais créer les scènes, je vais créer des modes de lutte. Je vais mettre en place une conduite de récit qui fait que les gens, ça va leur donner la niaque, ça va leur donner envie de tout péter ou d'ouvrir d'autres portes, de faire autre chose, et que c'est en procédant par le positif que je vais les amener vers peut-être l'envie de faire quelque chose d'autre que de répéter ce système, de le reproduire et d'en être la victime consentante, quoi. Donc je suis plus sur l'aspect, voilà, définir l'alternative. Donc je suis d'accord que c'est très compliqué l'habituation, tu as l'impression que tu fais qu'acclimater des idées, tu vois. Quand je fais ma nouvelle là, sur les haut-parleurs où je dis tiens,
Le seul truc que le capitalisme n'a pas encore investi, c'est la langue elle-même. On va vendre le lexique va être en vente, on va acheter le français ou l'anglais, et chaque fois que tu utiliseras, comme on le fait là ce soir, un mot dans l'espace public, tu paieras des royalties, tu vois. À la boîte qui s'appelle Word, justement, avec un R entre qui a acheté le lexique, et donc chaque fois que j'utilise des mots, je suis obligé de payer les royalties. C'est tellement aberrant, c'est tellement absurde, c'est tellement excessif que tu te dis, bon... et tu dis là pareil, les gens vont réagir, on dit quand même c'est dingue le capitalisme et tout. Mais en fait, ils le font déjà, enfin tu vois, ils utilisent ça notamment sur les marques, c'est pour ça que moi j'utilise toujours Orange, je passe avec mon scooter devant Orange Vélodrome sans arrêt, moi je suis un amoureux de foot, ils ont racheté le stade, ils ont fait un naming sur le stade, ça s'appelle Orange Vélodrome. Bon, moi c'est insupportable, c'est comme Notre-Dame de L'Oréal qui vont nous coller, je vous promets, d'ici 15 ou 20 ans, quoi. Ils ont compris que des patrimoines comme ça, c'est intéressant à faire du naming dessus, pas seulement les stades de foot, tu vois. Donc effectivement, il y a un rachat de la langue, il y a une utilisation préemptée de la langue. Par exemple, le mot orange, pour moi, était complètement préempté, et le fruit et la couleur par la marque, tu vois. Donc évidemment, je vous dis, en faisant ça, tu acclimates en fait le fait, quand ça va arriver, les gens disent « Ah ouais, t'as vu, c'était comme dans la nouvelle de Damasio. » Ouais, mais connard, il fallait réagir, tu vois. Et donc, ouais, c'est le problème. Nos bêtises, ils sont des connards. Oh, c'est vrai. Alors je crois que la question c'était l'habituation du cauchemar dans la SF. Ouais. Alors, la SF est souvent catastrophiste, vous avez cru remarquer. Alors il y a deux raisons. D'abord parce que les peuples heureux n'ont pas d'histoire. Raconter de la SF, ça reste quand même raconter. Si vous racontez que le matin vous êtes levé très heureux et que la journée s'est super bien passée, votre livre il va être super ennuyeux. Donc on est souvent obligé de faire intervenir une situation de crise. Bon, ensuite, effectivement, la SF est très dark parce que vous, je sais pas, mais il me semble bien que l'avenir qu'on se prépare n'est pas rose du tout. Au début du XXe siècle, on parlait beaucoup, même au milieu et à la fin du XXe siècle, on parlait beaucoup de l'an 2000, tout ça, le XXIe siècle, tu feras quoi? Est-ce qu'on aura des voitures volantes? On a toujours rêvé de trucs volants. Et à la place, on a eu des crétins en trottinette. Qui ici a une fois employé l'expression quand je pense au XXIe siècle? Voilà. Vous avez cerné le problème. Donc notre futur a une tête d'accident de voiture. C'est la réflexion qu'on s'est fait avec Alain et les potes de Zanzibar. Et c'est pour ça qu'on a créé le groupe Zanzibar, c'est pour désincarcérer le futur. C'est notre but. Essayer d'écrire des trucs qui soient pas totalement irréalistes, ni totalement bisounours, mais qui donnent quand même un peu envie de vivre et de se battre. C'est pas de la tarte. Moi je participe à un truc qui s'appelle Bright Mirror, c'est l'opposé de Black Mirror. On se réunit à 80 dans un lieu quelconque sur Paris, si vous voulez venir vous êtes cordialement invités, et on prend un thème concret pour pas faire bisounours, genre la retraite en 2050, le fonctionnaire en 2050, et on a 1 heure pour écrire une micro-nouvelle positive, et c'est pas facile. Et moi j'essaye d'entraîner mon cerveau à écrire des trucs moins sordides que ce que j'écrivais, parce que moi aussi je suis saturée de tous ces récits catastrophistes qui ont certainement raison, mais ça aide pas à se battre, d'être justement sidéré par l'angoisse. Il faut savoir qu'on est quand même tous en dissonance cognitive. Moi là je reviens d'une réunion du GIEC, donc il faut les projections, est-ce que ça va être plus 1 mètre d'eau, plus 7 mètres d'eau, plutôt en 2030, plutôt en 2080. Et moi je vais rentrer chez moi ce soir et puis je sais pas, je vais faire la popote et je vais m'intéresser aux études de mes enfants, alors que c'est peut-être même pas la peine qu'ils fassent des études, c'est peut-être même pas la peine d'aller manifester pour notre droit à la retraite. Donc on est en dissonance cognitive permanente parce que l'avenir s'annonce tellement dark qu'effectivement on aurait plutôt la tentation de tout laisser tomber en disant c'est trop tard. Voilà, Valérie Masson-Delmotte qui s'occupe de regarder les carottes de glace. Elle fait ça depuis l'âge de 17 ans, ça l'a pris. Ça n'est pas arrivé, mais ça l'a pris. Et elle dit, ah mais le caillou, on l'a lancé, il roule, mais on peut l'arrêter. Ah ben non, il est déjà au-dessus de nos têtes. Ben merci, ça m'aide. Et voilà, il faut pas se désespérer, sinon on est là pour rien, quoi. Sinon, je voulais juste réagir sur cette histoire de langage. Et il y avait Léandri, dans Fluide Glacial, un type de Fluide Glacial, qui avait fait un très beau recueil de nouvelles, et il y a une nouvelle comme ça où tous les mots sont copyrightés, et donc il s'engueule avec sa femme et il est obligé d'acheter 2 salopes, 3 bananes.
Et à la fin, ils se réconcilient, ça leur coûte trop cher. Donc, du coup, je savais que ça arriverait, donc vous avez répondu à 5 questions en une réponse chacun. Je vais essayer d'en trouver une. Où est-ce qu'elle est passée ma question? Oui, vous parliez tout à l'heure un peu de la jeunesse, et puis là, vous parlez un peu espoir, désespoir, bref. Dans Entend la nuit, Catherine, vous mettez en scène une assez jeune femme confrontée au fossé social qui la sépare de la créature dont elle tombe amoureuse. Vous avez écrit donc le guide dont on parlait tout à l'heure à l'usage des petites filles qui ne veulent pas devenir princesses. Alain, vous êtes rendu plusieurs fois à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes et vous en parliez tout à l'heure. Et dans la zone comme dans les furtifs, on voit mise en scène une jeunesse très militante, très proactive. Là, actuellement, on voit la résistance de nos politiques, pour le coup, occidentaux en tout cas, à des personnalités comme Greta Thunberg, comme Autumn Peltier, qui sont effectivement très jeunes. Est-ce que, du coup, changer le paradigme politique et social, ça passe par un dialogue avec la jeunesse, selon vous, pour arriver à un truc plus court? Non mais carrément, moi je le dis, l'autre fois je l'ai dit, les gens ils hurlaient machin, mais moi tu vois j'ai 50 ans, moi c'est déjà mort, enfin tu vois, moi je considère que si tu veux quand tu arrives à 50 ans, tu as toute une structure mentale qui est en place, t'effrayages, ces espèces de grosses autoroutes pourries, t'arrives pas à sortir, etc. Donc à part des catégories dans le métier, justement d'essayer de créer en permanence ou de penser en permanence, qui sont payés pour ça et qui ont la chance de se lever le matin en levant la tête au ciel et puis en disant tiens... pour les autres c'est compliqué, donc effectivement on le sait, c'est une tarte à la crème, il faut quand même le redire, cette tarte à la crème, ça se passe à l'école, ça se passe très tôt, ça se passe à la maternelle, ça se passe au primaire, ça se passe au collège, ça se passe là maintenant quand on est étudiant, c'est-à-dire que c'est là que va se former les perspectives du futur, que vont se former l'imaginaire de ce futur, que vont se former les premiers comportements qui vont donner une sorte de préscience ou de prédétermination de ce qu'on va faire. Et c'est pour ça que c'est ultra important. Tu vois, moi quand je vois, et j'ai la chance d'avoir un public qui est relativement jeune, moi c'est la plus belle chose qui puisse m'arriver, au sens où voilà, quoi, parce que c'est eux qui vont faire ce monde. C'est à eux qui choisissent cette pourriture de monde qu'on leur laisse, quoi. Et c'est à eux qui vont devoir le retourner, tu vois. Donc pour le retourner, il y a une chose extrêmement importante, c'est l'imaginaire. C'est pour ça que, tu vois, moi je suis vachement intéressé par ce que dit Catherine et la réaction de Catherine. Parce que Catherine, elle a un truc sur lequel elle est ultra douée, c'est l'humour noir, quoi, tu vois. Elle a une capacité à extrapoler le cynisme et à le faire rire qui est complètement dingue. Et même elle qui, à un moment donné, c'était assez cool, parce que voilà, j'ai des trucs hyper drôles, il y a l'humour noir et tout, en poussant au maximum les curseurs. Même elle commence à modifier la façon dont elle crée de l'imaginaire, tellement elle se rend compte que c'est important pour induire des projections positives et donc des comportements positifs. Moi j'aime beaucoup ce bouquin de Yves Citon, un philosophe, je le conseille, il s'appelle Mythocratie imaginaire de gauche, où il explique très bien l'importance de l'imaginaire, que ce soit en série télé, au cinéma, en littérature, etc., en disant les auteurs, les créateurs on a un vecteur qui est absolument puissant, c'est l'identification au personnage. C'est-à-dire qu'on met en place des personnages et aucun récit ne fonctionne si cette identification au personnage ne fonctionne pas. C'est-à-dire que si, par familiarité ou par admiration, tu ne te mets pas dans la peau du personnage et tu n'éprouves pas ce que le personnage éprouve par empathie maximisée. Et c'est ça qui fait que tu vas éprouver des émotions, des perceptions, des concepts, etc. C'est parce que tu es attaché au personnage et que tu es dans l'espèce de vaisseau du personnage qui va te toucher. Et ça, c'est extraordinaire parce que selon ce que fait ton personnage, selon la façon dont il réagit, se comporte, ce qu'il défend, ce contre quoi il résiste, ce qu'il crée, ce qu'il invente, etc., et ben toi tu vas avoir une empathie colossale à ça. Donc ça va, et lui il dit, ça pré-scénarise en partie, tu vois, j'aime beaucoup cette idée, ça pré-scénarise les comportements qu'on va avoir dans le futur. Et il dit, il y a énormément d'élections, tu vois, par exemple, ou énormément de phénomènes sociaux qui viennent des pré-scénarisations négatives ou volontairement nihilistes ou volontairement trafiquées qu'on a mis en place, quoi, tu vois. Si tu passes ton temps à dire, de toute façon, je vais te dire, 2022, le Front National sera au pouvoir, tu vois. Si tu acclimates constamment cette idée, bah, de toute façon, tu vas rien faire pour, tu vois, ça y est, tu te prépares, tu es déjà dans la résignation que le Front National va passer, quoi, ou que Macron va être élu, encore pire, que Macron va être élu, tu vois. Donc,
Et c'est pour ça que nous, notre boulot, putain, mais moi je m'en rendais pas compte assez avant, notre boulot était quand même ultra important, quoi, tu vois, c'est-à-dire que ce qu'on fait en tant que, voilà, prospectiviste, anticipateur, écrivaine de SF, etc., c'est qu'on va effectivement précadrer un certain type d'imaginaire, mais sans le vouloir, hein, parce que nous on essaye, quand on dit les incarcérés du futur, c'est très fort comme terme, c'est que la bagnole, effectivement, elle va contre le mur et qu'on te sort de la bagnole avant qu'elle s'écrase contre le mur et on te monte d'autres voies, on te fait passer par-dessus le mur, dessous, je sais pas où, on vous fait passer, à travers le mur, mais en tout cas, on désincarcère des futurs qui sont prédéterminés, pré-scénarisés, notamment par les GAFA, et notamment tous les futurs technophiles, hyper technophiles qui nous... Donc c'est super important de dire, moi c'est pour ça que dans les fautifs il y a plein de passages sur oui, ils font des zones autogouvernées, oui, il y a des mouvements comme la Céleste qui occupent des toits et qui développent des choses à partir des toits, oui, le parcours devient un système d'émancipation des trajectoires urbaines, oui, la Traverse développe de l'habitat avec les migrants, et les migrants fabriquent l'habitat avec eux et s'ils se mettent dans les interstices de la ville, ils protègent ces habitats pour pas qu'ils soient délogés, oui. Donc j'essaie de mettre en place tout un ensemble de possibilités de lutte, mais surtout de possibilités d'alternatives, quoi. Et en semant ces graines-là, je pense que ça génère, oui, des imaginaires qui disent putain, mais finalement, ah ouais, c'est comme dans le bouquin d'Amasio, mais c'est assez cool, on pourrait quand même faire ça, tu vois. On pourrait envahir Porquerolles ou Groix ou Ouessant et puis putain bâtir d'autres, tu vois. Donc il y a un vrai boulot important, mais ça implique de lutter contre soi-même, parce que je veux vous dire, c'est beaucoup plus des fois kiffant de faire des trucs super noirs, quoi, tu vois. Oui, enfin, si la question c'est celle du dialogue avec la jeunesse, alors pas du tout, non, il faut que la jeunesse elle arrache le micro aux vieux, après avec le micro elle tape sur la tête des vieux, et après, une fois qu'elle sera débarrassée des vieux, bon, je veux dire, regardez le monde qu'on vous a fait, vous trouvez que ça vaut le coup de continuer dans la même direction? Non. Donc, enfin, moi je pense même pas à un dialogue avec la jeunesse, il faut juste que la jeunesse prenne la parole et puis elle lâche plus. Et d'ailleurs à ce niveau-là, donc moi je suis une femme française écrivaine de science-fiction. Donc j'arrivais là-dedans, j'avais 35 ans, donc je me suis dit, j'ai regardé derrière moi la relève, on est 3. Donc, mesdemoiselles, s'il vous plaît, vous allez vous mettre à la science-fiction et quand vous aurez écrit un livre, vous me l'envoyez sur ma boîte mail et moi, je vous mets au chi avec les éditeurs, sans risque. Voilà, non mais on manque, quoi. C'est terrible, je ne sais pas pourquoi, mais la science-fiction française, on manque de femmes. Et c'est pour ça que moi, à chaque fois qu'on me propose le micro, ou même si j'étais pas encore très à l'aise avec l'exercice, je le prends parce que j'ai pas le choix, parce qu'il faut bien qu'il y ait quand même une meuf qui prenne la parole, sinon un concert d'hommes blancs de plus de 50 ans, c'est terrible. Bon, je sors. Voilà, sinon, ce qui concerne l'importance de l'imaginaire, alors là, Gaiman a répondu à ma place dans un petit bouquin, vous avez peut-être un petit bouquin bleu, c'est pourquoi le monde aura toujours besoin de bibliothèques. Pourquoi notre futur dépend des bibliothèques de l'imagination et de l'imagination. Bravo. Top. Bravo. Gaiman, il dit, regardez autour de vous, vous regardez vraiment. Alors, il y a un sol, c'est pas de la terre, et puis vous avez une chaise. Et c'est tout simplement parce qu'un jour, quelqu'un a dit, bon, j'ai les 2 pieds dans la gadoue, et si j'interposais quelque chose entre mes pieds et la gadoue. Et puis, je suis toujours assis sur mes fesses, et si jamais je faisais un truc un peu plus relevé avec des pieds qui ont à peu près la taille de mon tibia. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un objet autour de vous qui n'ait pas, avant d'exister matériellement, été imaginé par un cerveau humain. Il n'y a pas un objet ici, dans cette pièce et dans le monde entier, qui ne sorte pas d'un imaginaire qui a osé s'exprimer et se concrétiser. Donc c'est peu de dire qu'on a besoin d'imaginaire. Tout ici est à base de l'imaginaire humain et il est évident que la direction qu'on lui fait prendre, qu'on lui impulse, ça va décider du monde de demain. Et alors du coup, je reviens juste sur ce que vous disiez sur la présence des femmes en SF. J'ai une petite citation à vous soumettre d'Ursula Le Guin dans Le langage de la nuit, donc une compilation d'essais qu'elle avait écrit dans les années 70 au sujet de la science-fiction et de la fantasy, dans lequel elle disait
Généralement, la SF américaine a toujours supposé une hiérarchie immuable, avec ses dominants et ses dominés, au sommet des hommes riches, ambitieux et agressifs, en bas une population pauvre, sans éducation, anonyme, ainsi que toutes les femmes. Il s'agit d'un vulgaire patriarcat digne des babouins, le mâle alpha trône au sommet, et ses inférieurs sont contents de lui gratter le dos de temps en temps. Peut-on vraiment parler d'expérimentation, d'imagination, d'extrapolation ? Je parlerai plutôt de dérives régressives et écervelées. Je crois que le moment est venu pour les écrivains de SF et pour les lecteurs de cesser de rêver à un retour à l'ère victorienne et de songer réellement à l'avenir. Je voudrais que l'idéal babouinesque cède la place à un tout petit peu d'idéalisme humain, à un examen sérieux de ces concepts profondément radicaux que sont la liberté, l'égalité et la fraternité, sans oublier bien entendu que la grande sororité des femmes représente environ 53% de la fraternité humaine. Voilà. Donc Alain, vos personnages, au fil de vos écrits, vos personnages féminins prennent de plus en plus de place. Catherine, vous creusez du côté du féminisme, on peut dire presque depuis le début. Est-ce que changer le monde, donc on parlait de la jeunesse tout à l'heure, est-ce que changer le paradigme du monde et avancer vers du mieux, c'est aussi adresser les problématiques d'inégalité de genre, et y compris dans les propositions de personnages réels ou fictifs, parce que la biographie d'Ada Lovelace, voilà, c'est un personnage réel, hautement recommandable pour les féministes qui se Ouais, c'est pareil, mais c'est un enjeu très complexe en réalité, parce que souvent les gens se contentent de dire tiens, combien il y a de personnages féminins dans le bouquin, quel rôle ont ces personnages féminins, est-ce que c'est des personnages de pouvoir, etc. Bon, c'est vrai que si tu regardes mes bouquins, notamment le dernier, il y a beaucoup de personnages féminins et ils ont une importance beaucoup plus grande. Bon, c'est lié tout simplement à l'évolution de ma vie aussi, hein. Moi je nais en fait, d'une famille extrêmement patriarcale, avec un père vraiment machiste, de l'ancienne école, avec ma mère qui était quelqu'un avec une vraie personnalité, mais qui tranquillement se mettait dans les pas de ce que mon père disait de faire. Donc moi j'étais éduqué là-dedans et je fais tout un chemin long, politique, personnel, pour prendre conscience que les enjeux de genre, tiens, quand même, c'est relativement important, sinon central. Donc, ce qui est intéressant, c'est que voilà, moi j'étais dans la majorité. Je ne subissais aucune forme de discrimination ou d'infériorisation en étant un homme, tu vois, notamment sur les prises de parole, notamment. Et quand tu es dans la majorité, quand tu es blanc, tu vois, occidental, masculin, etc., tu es dans une forme, tu comprends pas. Tu as une espèce d'angle mort mental qui fait que tu vois pas. Et il faut du temps. Bon, il a fallu que je trouve déjà une copine, il a fallu que je fasse des filles, j'ai fait 2 filles, donc je vis avec 3 filles. Il a fallu que je sois avec une féministe, parce qu'elle c'est une sacrée féministe aussi, ma femme. Donc on s'en engueulait beaucoup, surtout au début. Bon, maintenant ça y est, elle a gagné, mais voilà, tu dois t'apprendre. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est pas le nombre de personnages, juste simplement pour dire ça, parce que des fois c'est quand même assez banal les analyses genrées. C'est un peu chiant. C'est-à-dire que c'est pas en comptant le nombre de personnages féminins dans un livre et quel est leur rôle que tu vas déterminer si le livre, tu vois, c'est déjà ces personnages féminins, de quelle façon ils sont émancipés, est-ce qu'ils sont moteurs, est-ce qu'ils portent le récit, est-ce qu'ils sont dans la conduite de récit important, tu vois, donc ça c'est clé. Et surtout, parfois, les personnages masculins sont beaucoup plus féminins que les personnages féminins ne sont féminins. Donc c'est-à-dire que c'est plus les traits individuels, ce que ça porte, tu vois, qui va être important. Pour moi, dans les furtifs, le personnage le plus féminin des furtifs, c'est Lorca Varese, quoi, tu vois. Mais ça, les gens vont dire non, mais c'est bizarre ce que tu dis, mais si, quoi, tu vois. Je veux dire, dans son ouverture, sa disponibilité, voilà. Alors, tu vas dire, qu'est-ce que c'est une qualité féminine, etc. Là, je prends l'inconscient jungien de base, hein, donc je suis sur le truc, écoute, accueil, solidarité, tu vois, intelligence relationnelle, etc. Bon. Mais c'est extrêmement important de déployer. Donc ça c'est. Et après, il y avait une question beaucoup plus intéressante que je me suis perdu. C'était sur. Est-ce que avancer du coup vers le mieux, c'est adresser justement ces problématiques? Ouais, mais comme c'est adresser les problématiques animales, que c'est adresser les problématiques du vivant, c'est adresser les problématiques racistes, ça fait partie du faisceau, quoi, tu vois. Maintenant, moi je trouve que des fois il y a un surinvestissement sur cette problématique-là. Moi je trouve qu'elle est vitale sur des pays comme l'Inde, comme la Chine, comme je veux dire tous les pays. Je veux dire, quand tu passes à Doha, quand tu passes à Dubaï et que tu vois comment ça se passe dans les pays islamiques, tu fais
quand même là, oui, le problème, si tu veux, du genre, je me paraît quand même fondamental. Moi, c'est vrai qu'en France, voilà, je trouve pas, mais après c'est mon point de vue, je trouve pas que c'est dans mes priorités. Moi, c'est l'anticapitalisme, ensuite, je dirais même pas ça aujourd'hui, je dirais la lutte pour le vivant, puis ensuite l'anticapitalisme, puis tu vois. Et la lutte genre fait partie aussi des luttes, mais pour moi c'est moins crucial, c'est moins nodal, c'est moins fondamental. Je parle de la France, on est bien d'accord, que dans des pays où vraiment c'est décisif, quoi. Tu vois, je veux dire, tu peux pas, je veux dire, ça structure la société dans les pays islamiques, tu vois, le rapport homme-femme. Et puis c'est pareil quand tu vas au Japon, c'est pareil quand tu vas en Inde. Donc oui, là, tu peux pas faire l'économie, quoi, tu vois. Je pense que Catherine sera pas forcément là. Alors si, moi je témoigne qu'Alain est quelqu'un qui évolue, qui apprend vite sur ces problématiques. Et je crois qu'on a tous appris. Alors moi je parle de mon point de vue effectivement de femme, mais je reste une femme blanche. Donc il y avait aussi tout un côté que je ne voyais pas. D'ailleurs, je rectifie, s'il y a ici des jeunes femmes qui veulent faire de la SF, elles s'adressent à moi, et si en plus il y en a qui sont non blanches, surtout venez, comme vous serez toute seule, vous serez invitée partout. Vous serez deux. Avec petite histoire. Ouais. Et donc là, moi, j'ai questionné mes propres biais racistes et je me suis effectivement ouvert un peu à la moitié du monde, mais pas du tout, parce que le monde est non blanc, je sais pas, 90%. Et ben zut, j'avais plein de trucs à dire et je les ai totalement oubliés. Oui, donc moi, mon écriture a toujours été féministe, mais de façon obligée, puisque souvent un livre c'est une réaction. Donc mes premiers livres, ça a été de régler les comptes des contes de fées, vous savez, où il suffit d'être belle, douce et bonne pour trouver un prince charmant. Et c'est une arnaque totale. Et donc voilà, j'ai écrit les contes de fées où Blanche-Neige se barre avec le nain grincheux et la belle au bois dormant couche avec peau d'âne, enfin bref. Ça m'a soulagée. J'ai quand même écrit mes premiers livres de fantasy cathartique, mais la première pierre consciente que j'ai apportée au mur de déconstruction du féminisme, effectivement, c'est le guide des métiers pour les petites filles qui ne veulent pas finir princesse. Parce qu'effectivement, j'ai vraiment l'impression d'être face à une nouvelle génération qui a fait un gros travail de nettoyage des stéréotypes. Mais le capitalisme, lui, il ne l'a pas fait du tout. Alors je me promenais dans Carrefour la veille de Noël et j'ai regardé le catalogue, mais vous pouvez aller regarder parce que c'est toujours comme ça. Le catalogue, vous avez les pages bleues, c'est pour les garçons. Donc il y a tout pour explorer le monde, des motos, des voitures, voilà. Et puis vous avez tout pour le modifier, donc des boîtes de petits chimistes amusants, tout ça. Les filles en rose, vous avez que des bébés qui parlent, qui marchent. Maintenant, il y a des poupées qui font leurs dents, quoi. En 90, il existait des poupées qui faisaient pipi. Oui, alors elles font pipi, elles font caca, vraiment. Et puis, vous avez alors bien sûr des lingettes, des balayettes, des fers à passer, et puis vous avez des robes de princesse. Donc, vous pouvez bien vous habiller pour attirer des hommes, vous occuper ensuite des bébés, et puis faire le ménage. Donc, ce qu'on propose aux petites filles, comme jouet, c'est pute, mère et femme de ménage. Alors, les travailleuses du sexe, moi j'ai rien à dire à partir du moment où les personnes les ont choisi. Être mère, c'est un choix qu'on peut parfaitement faire, et le ménage, à un moment, il faut bien s'y coller, on est tous d'accord. Toutes et tous d'accord. Mais c'est aberrant de ne proposer que ça. Donc j'ai fait un guide des métiers où j'ai mis tous les métiers sur 2 critères. Soit ils sont super marrants, alors cosmonautes, surfeuses, voileuses, tout ça. Soit ils rapportent plein de pognon, quoi, comme trader, femme d'affaires, voilà. Deuxième chose, alors donc je l'ai interviewé, Claudie Ignoret, Hélène MacArthur, tout ça. Et la deuxième chose, je n'ai jamais parlé du physique des femmes, parce que est-ce que quelqu'un sait ici combien, ni de la physique ni de la vie de famille, est-ce que quelqu'un sait ici combien Einstein avait d'enfants? Est-ce qu'Einstein avait de belles fesses? Non. Voilà. Donc ça j'ai absolument évité, c'est la seule chose dont j'ai pas parlé dans ce guide des métiers. Et moi mon rêve c'est que d'ici 5-10 ans, une jeune femme vienne me voir en me disant oh bah alors en lisant je me suis rendu compte que je pouvais faire effectivement tradeuse, femme d'affaires ou
mafieuse, j'ai une amie mafieuse, après tout il y a des femmes qui travaillent dans la mafia, il faut en parler. Voilà, la femme est un être humain comme un autre, c'est-à-dire qu'elle peut être elle aussi une raclure, sinon on vous enferme dans une espèce de douceur pleine de fleurs et de papillons qui est absolument exaspérante. Voilà, donc c'était ma pierre, effectivement, consciente au mur du féminisme contre les pulsions rétrogrades. Ouais. Du coup, pour revenir sur le collectif Zanzibar, sur les projets Black Mirror, pour aller vers un peu d'utopie, un peu, pour pas désespérer tout le monde ce soir. Donc vous parlez de l'objectif de désincarcérer le futur. Et du coup, ma question, elle est un peu toute bête. Comment on fait? Est-ce que c'est par la mobilisation d'intelligence collective, dont vous parlez tous les deux de manière très différente dans vos différents ouvrages? Est-ce que, quelle piste est-ce que vous proposez pour le désincarcérer? Déjà, il faut reprendre la phrase de tout à l'heure, c'est-à-dire que ce futur-là désirable existe, mais il est très très mal distribué, mais vraiment très peu distribué même. Mais il existe, c'est-à-dire qu'il y a plein de lieux, il y a plein de pratiques, il y a plein de fonctionnements humains, il y a plein de collectifs qui font des trucs absolument géniaux, quoi. Et quand tu évolues dans ces milieux-là un petit peu, tu te dis, et d'ailleurs ça te fausse ta perception, parce que tu as l'impression quand même que tout le monde fait des trucs bien, tu vois. Donc bien sûr tu peux aller à la ZAD par exemple, voir ce qui se passe. Alors la ZAD c'est pas le paradis du tout, hein. Vous emballez pas, quoi. Si vous y allez, vous allez voir où l'accueil est un peu bizarre, il faut mettre les pieds dans la boue, les mains dans la terre, etc. Et c'est pas forcément hyper cool, mais il y a le développement quand même d'un certain nombre de choses absolument géniales, quoi. Voilà, ne serait-ce que le prix libre, le fait d'avoir des tas de patates que tu vas, tu prends le sac que tu veux, tu mets ce que tu veux dans la boîte, une confiance incroyable, le pain est distribué comme ça, c'est des systèmes d'échange. Quand il y a des systèmes de cantine, tout le monde fait la bouffe, tout le monde s'y colle, tout le monde épluche, et pas seulement les filles, il y a les mecs, etc. T'as toute une filière bois qui est extraordinaire, de la forêt de la Roanne jusqu'à la Syrie, qui permet de faire des poudres, des solives, etc. On réinvente toute la dynamique de la filière bois. Il y a énormément de formations, évidemment la non-violence, à plein de choses, etc. Et il y a une énergie surtout colossale, magnifique, avec des corps extrêmement vivants, des gens qui réfléchissent sans arrêt, qui lisent beaucoup, parce qu'ils ont le temps de lire, parce que paradoxalement, ils se donnent ce temps et ils font énormément de choses, ils luttent aussi, ils vont lutter à Nantes, etc. Donc tu vois des choses absolument, enfin pour moi en tout cas absolument enthousiasmantes, et déjà les linéaments d'un mode de vie qui est fabuleux. Mais tu peux aller à Longomaille, tu peux aller... moi Jérôme m'a appris à une communauté à La Roche-sur-Grane, dans la Drôme, où les gens développent des choses incroyables à partir d'un mec. Tu peux, si tu veux, tu vas aller voir Pierre Rabhi. Moi je suis très dubitatif sur Pierre Rabhi, mais tu peux aller voir ce qu'ils produisent. T'as beaucoup de gens qui mettent en place aujourd'hui des systèmes qui s'appellent hameaux légers par exemple. C'est-à-dire que ils achètent du foncier, parce que l'accès au bâti c'est le plus difficile pour les gens. Donc ils achètent des immenses terrains et tu bâtis en léger, quoi. C'est-à-dire que tu bâtis des choses sans fondation qui peuvent être enlevées, qui utilisent la nouvelle loi Allure, et qui fait que des gens sans quasiment aucun argent peuvent s'installer, vivre là collectivement et faire des choses ensemble. Donc il y a des tas de trucs. Dans le domaine des réseaux, de la technologie, c'est pareil. Si tu prends les Fab Labs, les tiers-lieux, les hackerspace, tu prends tout le travail de Framasoft et des gens qui bossent, ou la quadrature du net qui bossent pour avoir des logiciels libres, des logiciels qui évitent de prendre du Microsoft, qui évitent de prendre du Google, qui évitent de prendre tout ce qui est en place et que tu peux empoigner, tu prends Wikipédia, tu vois. Il y a plein de choses intéressantes et fortes qui sont simplement ces choses-là, généralement, ça concerne très peu de gens. Et c'est paradoxalement assez peu médiatisé, tu vois, de temps en temps, tu as un petit reportage, tu as un petit article dans la presse locale sur le truc, alors que c'est hyper intéressant. Donc c'est plus que ce futur-là, très mal distribué, très mal visualisé, très mal médiatisé, tu le prends et tu le mets dans tes livres. Moi, c'est ce que j'ai fait vraiment sur les furtifs. Les furtifs, j'ai collé un peu tout ce que j'ai vu dans les 15 dernières années d'intéressant, et je l'ai foutu, alors parfois c'est 2 phrases, hein, tu vois, mais je l'ai foutu dans le livre. Donc si tu regardes, tu dis, ah ouais, ça c'est bien, ça aussi, ça c'est bien, ah ouais, sur la forêt, tac tac, ouais, ça la filière, ah oui, ok, tu vois. Et tu chopes un maximum de choses, et même dans les modes de lutte, tu vois, la réinvention de la forme manif, la réinvention... Ce qu'on a vu avec les Gilets jaunes, c'est une réinvention de la forme manif. Et ça, c'était quand même extraordinaire. Les nouveaux modes d'occupation, ce que fait XR aujourd'hui, là, avec Action Rébellion, on peut critiquer, machin, on peut toujours tout critiquer, mais bon, voilà, il se passe des choses se mettent en place, des systèmes de fonctionnement, de lutte, d'occupation se mettent en place. Tout ça, c'est ultra positif, voilà. Donc c'est là. Donc, par contre, il faut être attentif. Et c'est l'avantage, dans un des grands avantages du réseau d'Internet,
c'est que si tu es attentif à cette toute petite chose, tu vas pouvoir trouver les infos, aller les chercher. Tu vois ? Ce qui n'était pas le cas avant. Avant, comme aucune presse, aucune télé, aucune radio parlait de ces choses-là, tu ne pouvais pas toi-même aller voir que ça existe. Et là, tu as la possibilité, si tu cherches, tu mets les bons termes dans les moteurs de recherche, tu vas trouver, si tu tapes un mot léger, tu vas trouver ce que je suis en train de vous raconter, ou la suite du monde, ou tous les gens qui bossent sur des systèmes qui sont neufs. Tu vois, si tu tapes par exemple l'Université du Nou, ça c'est un truc incroyable, tous les systèmes d'élection sans candidat, de pratiques authentiquement démocratiques pour élire des gens, pour éviter que ce ne soit pas la plus grande gueule qui à chaque fois, tu vois, et ça dans la ZAD, ils en parlent ici, je peux vous dire, c'est la prime à la grande gueule, c'est la prime aux plus charismatiques, c'est la prime aux plus malins dans la prise de parole, c'est pas du tout la prime aux gens qui seraient un peu taiseux, mais qui seraient les plus adaptés pour faire la coordination, ou pour diriger ce truc-là, ou tu vois. Et ces techniques de l'Université du Nou permettent voilà. C'est-à-dire que tu peux pas te présenter. Par exemple, c'est un candidat, c'est génial, tu peux pas te présenter. Il faut que ça soit quelqu'un d'autre dans l'Assemblée qui dise, moi je verrais bien Catherine Dufour sur ce truc-là, parce qu'elle est vraiment... Et Catherine Dufour, elle serait là, et en fait, il y a plusieurs personnes la proposent, etc. Et du coup, elle va faire le truc. Alors qu'au départ, elle n'aurait pas forcément, tu vois... Et effectivement, c'est la plus qualifiée pour, tu vois... Et quand on sait, notamment là sur le truc genré, moi il y a un truc hallucinant, vous savez peut-être si vous avez fait des rencontres publiques, très souvent les premières questions, les 3, 4, 5 premières questions, c'est les mecs qui les posent. Quasiment systématiquement, c'est très rare. Alors là j'étais à Sciences Po Lille, c'était 3 filles d'entrée. J'ai fait putain ça y est, c'est bon, on est sauvés. Mais très souvent, tu vois, ce truc, je suis légitime pour prendre la parole, ouvrir ma gueule et poser ma question. Et tu sais pas pourquoi, par quelle espèce d'inconscient collectif, mais tu peux faire le test, c'est quasiment toujours des mecs qui, dans les premières prises aux UTO, on a toujours le truc. Bon, ça, ouais, ça change quand même. Et ça change. Donc ouais, moi, là-dessus, moi, je suis très optimiste. Moi, voilà. Après, j'ai un défaut, moi, je suis naturellement optimiste. Voilà, je suis un mec qui est naturellement optimiste. Alors, je peux faire des trucs très noirs pour m'éclater, mais moi, je considère que le vivant, voilà, on est vivant, il y a cette puissance du vivant en nous, et que forcément, ça nous dirige vers des choses qui sont. Enfin, et pour finir, juste après, je passe la parole. Mais dans la nouvelle génération qui vient, il y a quand même un motif d'espoir absolument délirant, c'est que je trouve qu'il y a un renouement avec le vivant. Il y a une prise de conscience de l'importance du vivant, il y a un renouement naturel, une tension vers donc évidemment Extinction Rébellion, etc., mais plein d'autres mouvements où là tu te dis ça y est, on a été tellement loin dans la coupure avec le vivant que ça y est, ça revient maintenant sous une bonne forme. Et c'est ça qui va réimpulser le désir à mon avis, et pas comme moi je le croyais la lutte anticapitaliste, tu vois, dont moi je proviens de ce milieu-là. Donc finalement on se heurte à un mur, et c'est plus par la voie écologique et cette espèce de retissage avec le vivant que vient pour moi l'espoir, et en tout cas les choses positives. Ça y est, j'arrête. Alors oui, pour les incarcérés futurs, tu l'as très bien dit, il faut mobiliser l'intelligence collective. Alors moi, ce que je crois, c'est qu'il faut partir du local, il faut partir du quotidien. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire comme dans les années 50 où on a tout rasé pour faire des nouvelles. Ça a été un peu catastrophique. Il faut justement partir de notre quotidien, de notre localité. Il y a toujours 20 000 choses à faire. Alors si vous voulez être convaincu, en gros, vous faites des expériences localement au quotidien. Et alors si ça marche bien, si vous arrivez à faire prospérer quelque chose d'utile à tous et à toutes dans un interstice, après vous pouvez l'étendre au niveau macro. Alors si vous voulez avoir un bon manuel de quoi faire ou comment, c'est Utopie réelle de Wright, qui est un bouquin qui est paru en 2010, qui est absolument génial. Et il montre plusieurs exemples de création interstitielle, locale, qu'on a pu démultiplier et qui finalement servent à tout. Alors le meilleur exemple, c'est quand même Wikipédia, qui est collectif, qui est gratuit, qui sert à tout le monde. Moi, j'ai pas, enfin, au quotidien, de toute façon, si vous penchez par la fenêtre, vous trouverez 1000 choses à faire. Moi, je sais pas, je suis du côté de Bagnolet. Il y a des jardins partagés, des potagers partagés qui nourrissent des familles entières, notamment des villages roms, mais pas que. Alors c'est sûr que les terres sont polluées, donc on fait une espèce de culture hors sol. Vous avez une couche de déchets bruns, une couche de déchets verts et une couche de carton en premier. Vous faites ça 2 fois, vous arrosez, vous avez des petits marrons comme ça, quoi. Y a des choses à faire absolument partout, mais alors une fois que c'est fait au quotidien, que c'est fait dans le local, comment est-ce qu'on fait pour l'étendre? Moi je sais que quelquefois j'ai l'occasion d'embaucher quelqu'un, j'embauche systématiquement une femme non blanche, handicapée,
voilés. Si c'est possible, les 4 à la fois. Voilà. C'est ma manière, à moi, de faire en sorte d'agir au quotidien. Mais une fois que ça c'est fait, il va falloir quand même le répandre à un niveau macro, c'est-à-dire en gros au niveau politique. Donc là, il y a 2 solutions. Soit on va à l'Élysée, on prend l'Élysée d'assaut, soit alors il faut voter. Alors vous allez me dire, eh bien si, il faut voter. Et alors évidemment, il faudrait arrêter de voter pour Balkany. Donc il faudrait avoir quelqu'un d'autre que Balkany pour qui voter. Donc pour ça, il faut être éligible. Il faut vous y coller. Il faut faire de la politique locale. C'est aussi agréable qu'une piscine d'eau froide. Vous êtes en permanence confronté à des gens qui râlent et qui sont d'une mauvaise foi crasse. Mais il ne faut pas hésiter à y aller. Ou alors il faut faire du droit, il faut être juriste. Et puis il faut aller grenouiller dans le lobbying à Bruxelles. Le peuple en a bien besoin. Donc je crois qu'on peut chacun, pour désincarcérer le futur, agir et agir bien sûr collectivement. Je suis sûre que ça, à la longue, ça va marcher. Alors évidemment, les forces du mal sont très riches et très puissantes. Enfin, nous sommes légion. Et alors du coup, il y a déjà 1 heure en fait qui a filé, donc il y aurait 12 000 questions encore à vous poser, mais on va pas pouvoir. Et je vous prie de m'excuser parce qu'au début, comme j'avais hâte sans doute de vous poser des questions, j'ai oublié de lire des extraits de vos livres. Voilà. Donc, je vous prie de m'excuser, mais je vous invite à tous les lire. Est-ce qu'il y a des questions dans le public? Et une fille d'abord. Le mec, c'est pas la peine. Femme et si possible non blanche. Alors, Voilé. oui, ça c'est un conseil, mesdemoiselles, mesdames. Quand vous sentez monter en vous le fameux syndrome de l'imposteur, que vous connaissez, voilà, oh non, je suis trop nul. Soyez certaine que l'homme en face, lui, est persuadé d'être même trop bon pour ça. Donc votre syndrome de l'imposteur, vous vous asseyez dessus et vous y allez quand même. C'est que vous êtes dans la bonne direction si vous commencez à le prendre. Est-ce qu'il y a des questions? Je passe le micro à qui veut. Bravo. Bravo. Bon bah, loupé pour la femme non blanche. Bonsoir. Vous avez le droit de le huer, si vous voulez. Bonsoir. J'ai une question. Je vais essayer de ne pas être provocateur, mais c'est un peu provocateur quand même. J'aime beaucoup le thème des furtifs, l'idée de la trace de cette société qui aurait, sous une apparente liberté, en fait enfermé les individus. Mais je suis biologiste et je me pose la question suivante. Est-ce que la biosphère n'est pas la première société de trace quand on pense à la manière dont un animal sauvage finalement se fait repérer quand il est une proie par tous les prédateurs à des distances parfois terribles? Et est-ce qu'on n'est pas, nous les humains, juste en train de redécouvrir un état de vie qui était celui de nos ancêtres il y a assez longtemps? Alors je ne dis pas que c'est souhaitable, je dis juste que peut-être qu'il nous faut simplement réinventer d'autres manières de vivre dans un nouvel environnement qui est un peu différent de celui de l'anonymat de la société ancienne. Et voilà, peut-être qu'il faut le voir comme ça en fait. Merci. Ah, elle est très belle ta question. Moi, alors bon, j'ai fait du pistage avec Baptiste Morisot, là, qui est mon idole du moment, qui est un philosophe justement du vivant, qui m'a amené pister les loups, donc qui m'a appris la trace, le pistage, etc. Donc pour te répondre, oui, les animaux tracent, en tout cas interprètent les traces, quoi. Généralement de façon olfactive, c'est pour ça que c'est si puissant et si rapide. Nous on est là, il explique très bien d'ailleurs que la naissance même de la démocratie pour lui, il dit c'est la discussion des hommes autour d'une trace, parce qu'il faut sans arrêt interpréter, et comme nous on n'a pas de pif, on est trop loin du sol, c'est le troisième œil, l'œil de l'esprit, qui est obligé de réfléchir, d'extrapoler à partir de la trace pour essayer de voir où l'animal, où l'ongulé a été, pour essayer de le retrouver. Et à partir de ça, il t'explique que le thriller, la recherche scientifique, c'est tout naît du pistage. Bon. Mais simplement, les animaux, oui, interprètent des traces, mais c'est des traces spécifiques qui sont centrées sur ce qu'eux ont besoin de faire, quoi, tu vois. Par exemple, ils vont interpréter une trace géopolitique laissée par les loups sur les chemins pour dire attention, là, il y a une autre meute, on va pas aller foutre la merde parce qu'on va se faire, tu vois. Et le reste, ils vont pas tracer tous les animaux. Ils sont pas dans le traçage exhaustif totalitaire, débile, big data dans lequel nous on est. C'est ça qui est horrible, quoi.
Donc, mais c'est intéressant, je trouve, intellectuellement, ce que tu racontes, c'est très chouette. En tout cas, le traçage, oui, il fait partie de l'éthologie et du comportement animal et humain depuis très longtemps. T'as raison, c'est pas un truc qui est né avec... il me semble que voilà, l'arbitrage, la sélection, l'orpaillage, les bonnes traces, et pour des raisons sensées, pas pour manipuler les autres, est quand même plus cool. Oui, je pense que... Enfin, effectivement, il y a une trace des animaux pour chasser et puis tuer et puis manger l'animal en fait qui est faible ou qui est malade. Alors moi c'est justement l'inverse de ce que je souhaite. Voilà, la grandeur de l'humanité c'est justement on n'égorge pas les malades et on n'assassine pas les vieilles personnes et on se jette pas à plusieurs sur celui qui est le plus petit pour le manger. Et voilà, donc non, je suis... J'adore les animaux, mais cette partie animale de l'humanité n'est pas celle que je souhaite que nous développions, franchement. Bonjour. Alors, comme vous voulez encourager les jeunes femmes à écrire de la science-fiction, je voulais vous demander, donc si, pour quelqu'un qui écrit déjà mais dans d'autres genres, qu'est-ce que vous donneriez comme conseil d'écriture pour s'attaquer au genre de la science-fiction ? Pour écrire dans un genre, il faut juste lire le genre. Donc, une fois que vous avez sûrement lu 1984 et le meilleur des mondes, après vous allez passer les années 60 avec Brunner, vous êtes obligé de taper tout Cadic, ça c'est obligé. Ensuite, vous allez affronter Neuromancien, et puis après on va arriver à qui ? À Roland Ratner et à Damasio, et puis à moi. On va passer par Lehmann, et puis il y a aussi tous les recueils de nouvelles. La nouvelle est très importante en science-fiction. Ça permet d'éviter de réinventer la roue et de la trouver carrée, quoi. Faut quand même balayer le paysage de l'évolution, de la façon dont l'être humain a envisagé son avenir, parce que c'est quand même ça le paysage de la science-fiction. Il faut commencer par Maréchal et Frankenstein, c'est le premier. Voilà, on vous fera grâce de Cyrano de Bergerac. Alors une fois que vous aurez fait une solide culture dans le domaine de la science-fiction, évitez soigneusement vous pouvez aller à des conventions, mais vous ne posez jamais des questions comme qu'est-ce que la science-fiction, sinon vous en avez pour 160 000 articles, et il y aura beaucoup de sang versé. Et puis après, le plus efficace, moi ce que je fais, quand je trouve une nouvelle en science-fiction, je lis la recherche, nature, sciences et avenir, sciences et vie, et vous regardez ce qu'il y a de nouveau dans les labos, ce qu'on est en train de nous concocter, quoi. Là, ils travaillent pas mal sur la vasopressine, qui est une hormone qui commande chez l'homme le sentiment paternel. Donc on peut, messieurs, en vous donnant de la vasopressine ou un inhibiteur, faire varier l'amour que vous portez à vos enfants. Voilà, non, il y a plein de... ça ouvre des perspectives, quoi. Voilà, et voilà. Donc la science-fiction, c'est vraiment prendre quelque chose qui est en préparation dans les laboratoires et qui va arriver dans nos assiettes d'ici 20 ans et anticiper pour prévenir les gens. Attention, ceci va devenir possible, qu'est-ce que vous en pensez ? Voilà, c'est ce qu'a fait le meilleur des mondes en 1931, il a parlé de biotechnologie. Donc quand les biotechnologies sont arrivées, on a commencé à sortir les lois comme la non-brevetabilité du vivant ou autre, parce qu'on avait été prévenu à l'avance. Donc cherchez dans la recherche nature science, le truc qui va vous faire le plus flipper, la vasopressine, c'est déjà bien flippant. Et puis mettez-le en scène au niveau de la société, aussi au niveau d'un individu, d'un groupe d'individus qui est au cœur de la société. Vous verrez, l'histoire, elle vient d'elle-même toute seule. En fait, on en a parlé au dernier week-end Zanzibar. La science-fiction, c'est de la science-friction. Vous frottez une nouvelle invention contre le tissu social tel qu'il est maintenant pour voir ce qui va sortir comme nouveauté. Voilà, c'est la meilleure. Et puis voilà, et puis vous vous entraînez, vous faites une nouvelle, deux nouvelles, trois nouvelles, et puis quand vous en aurez 15, hop, vous aurez un recueil de nouvelles à sortir. Voilà. Et il y a pas mal, enfin, il y a un certain nombre de revues de science-fiction qui éditent justement des nouvelles. Il y a pas mal de concours de nouvelles pour jeunes auteurs de science-fiction qui permettent de se faire les dents et puis de rencontrer des gens et puis de peaufiner ses écrits. Et au bout d'une bonne trentaine d'années, vous serez
je répondais à cette question, je dirais pas du tout la même chose, hein, c'est pas grave. Il y a autant de méthodes que d'écrivains, bien sûr. Ce que dit Catherine est le plus fiable, je pense, le plus, je dirais le plus certain pour arriver à quelque chose d'intéressant. Bon, moi, j'ai pas du tout fait ça, voilà, du tout. Je lis pas de SF, j'ai lu très peu de SF. J'ai une culture SF lamentable. Moi, je pars d'énormes concepts piqués chez Deleuze, Foucault, des choses comme ça. Et ensuite, j'essaye de faire ce que dit Serge Lehmann de la science-fiction, c'est-à-dire j'essaye de prendre cette métaphore énorme et de la plaquer sur le réel. Voilà. Typiquement, je dis tiens, le mouvement est premier. J'ai dit Deleuze, je dis putain, le mouvement est premier. Je fais voilà, c'est génial ça. Le mouvement est premier, c'est pas la matière, c'est pas l'essence, c'est pas la substance. Et je me dis, ah ouais, je vais faire une ontologie du vent, tu vois, je vais faire un livre entièrement fondé sur le vent, tout sera créé par le vent, même la matière sera juste de la coagulation du vent, tu vois, je pars sur un délire comme ça, et je construis tout le roman là-dessus, voilà, c'est-à-dire que je prends au pied de la lettre la métaphore et j'essaye de l'incarner. C'est un grand mouvement de la SF de faire ça, c'est une grande technique de SF de faire ça. Voilà, là c'est pareil, je lui ai pris la furtivité, je me suis dit, j'ai descendu, tu vois, dans la voie. C'est l'autre méthode. Voilà, il y en a qui partent des personnages, il y en a qui, tu vois. Mais si vous lisez pas de SF, dites-vous pas c'est mort, je suis foutu, je lis pas de SF, je vais jamais y arriver. Il y a d'autres voies, même si c'est des voies de garage. Non, mais lisez les 10 derniers bons bouquins de SF. Hein, puis maintenant, justement, on a arrêté d'être trop franco-français ou plutôt anglo-américano-français. Vous lisez Le problème à trois corps de Liu Cixin, puis après vous lisez Qui a peur de la mort de Nelly Okafor, voilà. Et puis, je sais pas, vous lisez Les Furtifs, puis après vous vous lancez. Sur le point de vue imaginaire, j'avais une question pour Alain Damasio. Est-ce qu'avec Les Furtifs, vous avez eu envie de créer un nouveau mythe de personnages? Est-ce que c'est Les Furtifs et est-ce que vous leur voyez une descendance, par exemple, dans votre livre, ou un mythe repris, quoi? Non, c'est une question très chaude parce que c'est justement quel est l'important. Alors moi je délire sur la mythopoïèse, j'adore le mot d'abord, je trouve ça génial. La mythopoïèse, c'est la fabrication de mythes, c'est la capacité à sortir des mythes. Bon, il y a des gens qui disent qu'il n'y a plus de mythes, c'est-à-dire que ça s'est arrêté en gros à Frankenstein, Dracula, je crois le dernier truc, c'est à peu près ça. Et après, on n'a plus créé de mythes. Est-ce qu'il y a des mythes contemporains? Est-ce qu'il y a des mythes réellement contemporains? Moi, ma définition du mythe, en tout cas ma vision du mythe, c'est de penser qu'un mythe émerge quand la raison humaine n'est pas capable d'interpréter un phénomène majeur, tu vois. Et le mythe vient faire le pont entre l'être humain et ce qu'il comprend globalement dans sa culture et ce phénomène majeur qu'il n'arrive absolument pas à intellecter, j'ai envie de dire, en tout cas à assimiler. Donc dans ces cas-là, tu crées un mythe qui va faire le pont. Bon. C'est compliqué dans un univers hyper rationnel comme le nôtre, on a la prétention d'un peu tout comprendre, de générer un mythe. Moi je considère qu'il y a un seul mythe contemporain, mais après c'est mon délire, on peut critiquer ça à bloc, c'est la singularité. C'est-à-dire cette idée que la couche du technocène est tellement épaisse, on est entouré de technococons tellement épais, on a généré un empire technologique tellement inassimilable que personne ne comprend. Aujourd'hui une IA, personne ne sait comment ça marche, même ceux qui l'ont fait, ils ne comprennent pas la boîte noire et comment elle fonctionne. C'est-à-dire qu'on a développé tout un empire technologique tellement sporulent. Hein? Parlez-moi fort. Ouais, fort, pardon. Alors, je prends l'autre peut-être. C'est un problème de micro. Là, ça va mieux? Ouais. Ouais, c'est pour les gens sensibles, c'est un peu chaud. Donc, on a développé tellement de choses que se crée ce mythe d'une IA, souvent c'est ça, hein, d'une IA qui va sortir de l'océan d'information et qui va non seulement comprendre tout ce que la technologie a produit, la réassimiler, et diriger le monde, ou en tout cas gérer le monde. Voilà. Ça pour moi c'est typiquement un mythe, parce que ça vient combler l'écart entre nous et ce technocène que personne ne maîtrise. On ne sait même pas comment marche une télé, je ne sais pas comment marche un smartphone, je comprends rien, je pense que personne ne comprend rien à une IA. Les moindres trucs quotidiens, et si quelqu'un est capable de m'expliquer un smartphone, je lui dis chapeau, même un circuit imprimé, je lui dis chapeau. En fait, on utilise une technologie que personne ne pige, donc cet écart fait que, voilà, on craint. Mais c'est mon avis. Hein, voilà. Alors, est-ce que Les Furtifs c'est un mythe? Non.
Je pense que les furtifs, ça peut juste fonctionner comme éventuellement un pont de transition pour le renouement avec le vivant. C'est-à-dire de dire, voilà, l'avenir c'est plus une espèce d'hybridation avec le vivant, une hybridation métaphorique. Il ne s'agit pas de faire du biopunk ou de s'injecter à coup de CRISPR-Cas9 des segments d'ADN qui vont nous modifier. C'est de dire, on va se recoupler, on va se réarticuler au vivant, animal, végétal, bactérien, tout ce que tu veux, les biotopes, les écosystèmes, les milieux. On va retrouver cette hybridation qui nous était naturelle 3 siècles avant que Descartes arrive et qu'on se coupe de la nature. Et que les furtifs peuvent simplement métaphoriser, alors c'est pas pour moi un mythe, mais peut créer une sorte de passerelle vers cette espèce d'avenir que je trouve enviable. Voilà. Du coup, peut-être qu'on va devoir. Ça va être peut-être la dernière question, parce qu'on est sur un bon quart d'heure, sauf si. Enfin, comme vous voulez. Ça va, si vous faites chier ou pas, ça dépend. Nous, on est là. Ok, très bien. On a tout. Next. On a de l'eau. On m'avait promis des cacahuètes, mais bon. Bonsoir. Oui, à peu près. Ouais, ça. Moi, j'avais noté pour revenir au sujet de la dystopie. Moi, quand je fais de l'histoire, j'ai vu pas mal de sociétés, dont je remonte quand même jusqu'à la Mésopotamie, voire les pré-mésopotamiennes. Et jusqu'à aujourd'hui, le programme de la Grecque cette année, c'est Culture, Médias et Pouvoir des années 45 jusqu'à 90. Donc on est en plein dans cette nouvelle ère de la presse qui arrive d'Internet, la société de la télévision, l'américanisation à fond de l'Europe. Et je me dis, il y a des transformations de société à société, mais elles sont, même avec la technologie, je vois quand même des mêmes mécanismes, des mêmes choses qui se répètent. Et pourtant, l'historien, c'est très chaud de me dire ça. Moi, mes collègues, ils me foutraient une grosse balle dans la tête pour avoir dit ce genre de choses. Et je me dis, en fait, il n'y a pas, à moins d'une rupture totale avec ce qui est l'humain, ce qui fait l'humain, donc sa volonté de se reproduire, d'assurer son bonheur, sa tranquillité, il n'y a pas de possibilité de changement parce que quand on dit que la dystopie, c'est d'empêcher qu'un État surpuissant empêche les humains d'arriver au bonheur, moi je considère plutôt que la dystopie, c'est il oriente leur bonheur. Il dit ça c'est votre bonheur, prenez-le et nous faites pas chier en fait. Et moi je me dis, alors comment on fait pour sortir de ça quand on est dès le berceau imprégné en disant, même par les parents, par la famille, par les amis, ça c'est le bonheur, c'est comme ça que tu vas y arriver et pas autrement. Donc comment on fait? Si vous avez une idée sur la question. Oui, c'est une belle question, mais il y en a quelque chose là. Oui, alors. Donc, déjà, je m'étonne que vos collègues veuillent vous mettre une balle dans la tête parce que vous leur avez dit cette vérité de base qui est l'histoire bégayée. Non, en fait, la science historique considère que chaque période apporte des nouveautés et des ruptures, mais qu'une histoire continue, c'est une vision un peu de droite, et dans une que je viens d'une académie plutôt de gauche, ça risque de pas passer du tout. Et c'est de dire que chaque moment est différent et chaque moment est rupture. Et c'est vrai, en soi, les humains sont tous différents par rapport à leur bagage culturel, mais quand je vois les formes des sociétés, je parle juste du niveau sociétal, pas au niveau individuel, c'est complètement différent, mais chaque niveau de société reproduit les mêmes schémas, et même si il y a une distance de 10 000 km qui les sépare. Par exemple, je prends la société espagnole du 15e et je prends les sociétés indiennes ou chinoises. On est dans du patriarcat, on est dans les balbutiements des mécanismes capitaux, c'est-à-dire que la propriété dirige la manière dont on gère l'économie. Ça existe depuis l'Antiquité, ça existe depuis toutes les périodes en fait. C'est toujours la même chose, il n'y a pas de différence fondamentale, à mon sens. Bah moi, à mon sens, c'est pas alors l'histoire bégaye, ça c'est certain. Et ensuite, on a l'impression que ça change pas parce qu'on est au tout début du moment où ça a commencé à changer. Il y a quand même des trucs de base. Déjà, on s'en rend pas compte, mais ça fait quoi, 20-30 ans qu'on produit assez de nourriture pour nourrir toute la planète. Avant, c'était bon. Alors c'est pas bien distribué, d'accord. Mais si on voudrait, on pourrait nourrir tout le monde. Alors qu'à une époque, il y avait une famine tous les 3 ans. Il y a une époque, il y a eu pour 100 000 ans, moins 30 ans. Ensuite, il y a un truc qu'on appelle tout de même l'athéisme. Alors, l'athéisme, c'est un truc, je ne sais plus si c'est entre 1 et 10% de la planète qui est athée.
Sachant que dans les 10%, je crois qu'ils comptent pas mal de Chinois parce que ceux-ci sont priés par le parti de ne pas croire. Il ne faut pas être totalement vrai. Donc c'est tout pouillesque, mais ça existe, alors qu'avant, enfin, vous disiez athée, vous n'avez pas le temps de prononcer le thé, vous étiez déjà jeté au bûcher. Il y a un truc qui est très très important, on ne se rend pas compte, mais c'est le contrôle des naissances. Parce que logiquement, une femme commençait à enfanter à 16 ans et elle arrêtait à 46, elle en avait pondu 15 et pas 12, et en général d'ailleurs elle était morte à la 4e grossesse. Donc quand on voit qu'effectivement les femmes ont du mal à conquérir des droits, c'est parce que vraiment, jusqu'à il y a encore 50 ans, on était cloués au sol par notre gros bide en permanence. Enfin, les femmes tombées enceintes, c'était voilà. Dès que vous aviez une relation sexuelle, pouf, un de plus, quoi. Et c'était tous les ans. Jusqu'à ce qu'on meure à la tâche, donc les enfants n'étaient pas désirés, donc les rapports à l'enfant étaient extrêmement différents. Donc ça a changé la totalité de la façon dont l'être humain voit même l'amour, puisque les hommes qui tombaient amoureux de femmes, ils couchaient avec, donc ils l'engrossaient, donc ils la condamnaient à de fortes chances de mourir. Donc l'amour que l'homme portait à la femme était quand même un peu bizarroïde, puisqu'il pouvait, de par son action, tuer la femme qu'il aimait, et c'était un risque qu'il courait. Donc ça, voilà, il y a des modifications véritablement dans les mentalités qui sont dues à des technologies qui sont vraiment super récentes. Donc pour moi, on n'a pas encore eu le temps de comprendre toute l'importance de la rupture épistémologique que ces différentes découvertes, aussi bien la capacité de nourrir tout le monde, la capacité de modifier son rapport à l'enfant, son rapport à l'amour, son rapport à la génération, le droit, la possibilité de ne serait-ce que penser d'être athée, le droit à la laïcité, c'est ultra récent. Donc on ne sait pas encore vraiment ce que ça va donner. Moi je trouve que ça va dans le bon sens, hein, mais c'est parce que moi aussi je suis de gauche. Mais je pense qu'on est au début d'une rupture épistémologique majeure. Alors pourvu bien sûr qu'on soit encore en vie d'ici un siècle, ça va être vraiment très intéressant. Non, juste l'auteur du 19e qui aura eu l'idée de la contraception, c'est une putain d'idée de SF quand même. Heureusement, ça date de l'Antiquité. Ça va aller quand même. Bonsoir. Moi, je voulais vous... Si on t'entend, ouais. Moi, je voulais vous poser une question. Est-ce que vous ne pensez pas, par rapport à notre lutte plus ou moins forte contre ce système de multimédia qui essaye de nous appauvrir de plus en plus et de prendre notre liberté, est-ce que vous ne pensez pas que dans cette lutte, les gens qui la mènent, qui essayent de la mener, qui pensent, qui ont le pouvoir de réfléchir, est-ce qu'ils n'ont pas aussi une faiblesse vis-à-vis de tous les autres qui n'ont pas la possibilité de comprendre, la possibilité de concevoir et qui aident peut-être un peu plus à faire que tout ça, ça continue et ça s'amplifie. Il y a Bertolt Brecht qui disait quelque chose que je trouve très... depuis toujours, c'est une phrase que je trouve qui est tellement motrice. Il disait celui qui ne sait pas est un ignorant, celui qui sait et qui se tait est un malfaiteur. Et voilà, c'est là-dessus que repose mes questions. Alors ça oui, c'est Sartre disait que c'est un salaud, celui qui sait et qui ne fait rien, c'était pour lui la définition qu'il en donnait, pour lui c'était le bourgeois, quoi. Et alors, Salman Rushdie a dit, il a écrit des versets sataniques, évidemment il s'est pris une fatwa, donc c'est pas drôle, mais n'empêche que ça lui a donné une notoriété qui lui a permis de discuter avec tout un tas d'hommes politiques d'absolument tous les pays, ne serait-ce pour obtenir des gardes du corps. Et il en est revenu en disant, écoutez, les dirigeants, quelquefois ils jouent au bonnet à ceux qui ne comprennent pas ou ceux qui ne savent pas expliquer, c'est du pipou. Ces gens-là sont extrêmement, il a dit diaboliquement intelligents, donc quand ils ne se font pas comprendre
ou qu'ils font semblant de ne pas comprendre, ou qu'ils ne sont pas assez intelligibles, c'est qu'ils font exprès. Voilà. Donc moi je ne crois pas du tout une seule seconde à l'innocence de l'homme ou de la femme politique qui soit ne comprend pas ses électeurs et électrices, soit ne se fait pas comprendre dès les deux. C'est qu'il le veut bien. C'est ma conviction complotiste intime. Je ne parlais pas de femmes ou d'hommes politiques. Hein. Je parlais. Je me suis peut-être mal expliquée. Je disais, est-ce que, par exemple, nous tous qui sommes là, est-ce qu'on manque pas un peu d'humilité par rapport à monsieur et madame tout le monde qu'on rencontrera, le beauf? Voilà. Est-ce qu'on a assez d'humilité et de compassion pour partager ce qu'on sait, pour le communiquer? C'est ça que je veux dire. Alors, et c'est en ça que j'entends celui qui sait et qui se tait un ignorant. C'est en ça que je l'entends. Parce que quand on a la chance de comprendre certaines choses, il ne faut pas le garder entre gens comme nous. Il faut le partager avec les autres, mais vraiment le partager. Et moi, j'ai l'impression que ça ne se fait pas en général. Vous avez un gros développement de ce qu'on appelle les cafés scientifiques ou autres, de partout. Même nous, on essaye d'en faire dans notre petite commune, où on partage. Moi, le soir, je donne des cours à des personnes âgées, même simplement en informatique. Voilà, et on essaye, même, ça nous est arrivé à l'étranger de faire visiter des expositions à des personnes qui effectivement sont un peu butées pour essayer de les faire évoluer. Pourquoi buter? Rien que le mot buter, il est choquant. Quelqu'un qui ne comprenait pas, quelqu'un qui ne comprenait pas, c'est déjà quelqu'un qui ne comprenait pas. Mais justement, buter, on ne respecte plus la personne quand on dit buter. Quand la personne dit que l'exposition est stupide, elle commence comme ça, on se dit bon, alors on essaie on passe 1 heure à essayer de comprendre, à faire l'exposition avec elle pour essayer de lui faire comprendre, et elle sort en disant je n'ai pas compris. Donc effectivement. Il y a aussi un certain nombre de personnes très refuses de s'intéresser. Oui, mais est-ce qu'on a assez de compassion avec les autres? Moi je sais pas. Dans notre quotidien, pas simplement quand on est représentant d'une association, dans notre quotidien, dans nos échanges, nous mensuellement, parce qu'on a beaucoup de temps en bénévolat et en général. Du coup, excusez-moi, je me permets, pardon, je suis désolée de vous interrompre. Mais du coup, comme ça fait 1h30 qu'on sollicite nos 2 auteurs qui sont affamés, assoiffés, et qui vont encore être sollicités pour des dédicaces, des discussions, tout ça, je propose éventuellement que la suite de cette discussion se fasse autour du petit pot qu'on a préparé. Comme ça, on pourrait discuter sans problème. Oui, le petit pot, voilà, c'est